te quieres ir de rumba y tienes ganas de gozar. ¡Ay, rico! Anda pa' gozar. Ven, que aquí llegó lo tuyo. Aquí llegó lo que hace falta, sabor y ritmo pa' bailar. Et bonsoir à toutes et à tous, est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est poutou? Est-ce que tout va bien? J'espère que tout va bien pour vous aussi. Merci d'être là. Je suis un petit peu malade, mais je devrais survivre au live. Bienvenue, donc ce live que j'avais pas annoncé, je crois d'ailleurs, avant Tout est Poutou, donc c'est nickel. On va retrouver Marion Mazoric, donc la fondatrice et dirigeante des éditions Diable Vauvert, pour une raison toute simple, qui est que on a discuté il y a pas longtemps, et il se trouve que sur la chaîne, on prépare une vidéo sur Pif Gadget, qui est aussi une vidéo sur la culture populaire, ce qui est le sujet hein, de la chaîne, hein. Pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube, je parle, et il se trouve que Marion est le profil type de la lectrice de Pif Gadget, et que ça a peut-être même un lien avec le fait qu'elle soit dans une maison d'édition qui défende les cultures populaires. Donc on va retrouver Marion tout de suite, je vais la présenter avec ça. Marion, est-ce que tu m'entends ? Oui, alors je te passe à l'écran. Bonsoir Marion, merci d'être avec nous, merci de nous accorder un peu de ton temps. Et comme je viens de dire, donc tu m'as pas entendu parce que je l'ai expliqué aux gens, donc quand on a discuté il y a pas longtemps, on s'est rendu compte que je travaillais donc sur une vidéo sur Pif Gadget et sur la culture populaire en général, hein, parce que c'est un peu mon sujet, et il se trouve que tu es presque une lectrice type de Pif Gadget et une passionnée de culture populaire. Est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne connaîtraient pas brièvement le Diable Vauvert, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous y faites ? Où j'étais l'adjointe de Jacques Sardou, qui était le grand pro des pop cultures, et en particulier des comics, qui avait une collection extraordinaire. Et donc j'ai créé cette maison il y a 20 ans parce que je voyais arriver beaucoup de nouvelles voix, dont par exemple Octavia Butler, évidemment, mais William Gibson et d'autres, enfin des nouvelles voix qui étaient quand même pas si nouvelles, hein, mais
Voilà, et à cette époque-là, c'était des auteurs qui étaient reconnus qu'en poche et qui n'étaient pas du tout reconnus par la critique, par même sous-considérés. On considérait que la SF, c'était... je me souviens, la première fois que je suis allée voir des critiques, les types me tendaient le bouquin en disant ah non, moi je ne lis pas ça, et me rendaient le livre en le tenant entre deux doigts, comme s'il était sale. Et quand je représentais des livres de SF j'ai lu, tu vois. Donc, et justement, James Morrow et Octavia Butler, qui sont parmi les premiers auteurs du Diable dès sa création. En fait, le projet, je me suis rendu compte, c'était quelques années avant la création de Brajlon, en fait, tout ça, puisque la création de Brajlon, elle est contemporaine. J'ai même quelque part un peu contribué avec J'ai lu, puisque nous, on faisait de la fantaisie en poche chez J'ai lu, et qu'on voyait bien là aussi naître des auteurs comme George Martin, hein, bien sûr, et les publier directement en poche. C'était le moyen de ne pas les faire reconnaître pour ce qu'ils étaient, des écrivains importants. Et du coup, le projet est né comme ça, de créer une maison d'édition indépendante, basée en Camargue. Alors ça, c'était une question personnelle. Moi, je suis de là-bas, et en fait, j'avais aussi un mari là-bas, et j'ai jamais réussi vraiment à me faire à Paris, et à la pollution lumineuse, l'absence de nature, etc. Je suis d'une famille provinciale, et donc Paris, c'était compliqué. Donc, pour retourner vivre au pays, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme maison? Une maison qui soit un peu la maison littéraire de référence, de qualité, quoi. Enfin, un peu les éditions de minuit sur les cultures populaires. Et donc, dès le début, l'idée a été de mixer des auteurs de genres différents pour justement transgresser les genres et les frontières de linéaire et faire reconnaître comme des écrivains des auteurs, des écrivains qui venaient des pop cultures et qui ne l'étaient pas. Alors c'est William Gibson, Neil Gaiman, Octavia Butler, James Morrow, Poppy Bright, Douglas Coupland, etc. Douglas Coupland qui avait eu un succès avec Génération X, mais qui depuis était plus publié. Irving Welsh a rejoint dans le catalogue. Ça, c'est pour les anglo-saxons. Et les Français, le catalogue s'est construit avec des écrivains plus jeunes, hein, bien sûr, puisque, sauf Ayerdal et Pierre Bordage, qui ont démarré l'aventure au diable. Bordage pour y publier les livres qui étaient justement tellement hors genre qu'il ne peut pas correspondre à son éditeur traditionnel à Talente, qui fait de la SF. Et Ayerdal, qui lui n'avait pas d'éditeur de grand format, qui n'avait jamais publié autrement qu'en poche, directement au Fleuve Noir et chez J'ai lu, et qui était un très grand. Et donc en fait c'était ça, une maison d'édition d'écrivains que je pensais absolument géniaux. Alors évidemment c'était soit subjectif, hein, mais nourri de pop culture. Et pas seulement, il y a aussi Moreau, il est un peu plus vieux que moi, Gibson aussi. C'est-à-dire Gaiman, on a exactement le même âge et le même profil socio-culturel. Et en fait, on est dans cette génération où, justement, sous la grande influence de bien des choses, dont la bande dessinée, on est dans cette génération qui est au confluent des cultures académiques ou traditionnelles, déjà qui a lu du polar, parce que le polar était en poche, donc là, il y avait la série noire, etc., qui a été nourri donc en même temps, évidemment, de fumetti, de comics, de pulp, etc., puis surtout de Pif et de Vaillante, que je lis dès que j'ai... Je sais pas, dès que je sais lire, en fait, parce que je suis dans une famille communiste, donc on est abonné à Vaillant d'abord. Oui, c'est ça, comme on dit, tu as la chance d'avoir eu des parents communistes, et du coup, tu avais Pif Gadget à la maison, et les éditions Vaillant, ouais. Qui pour les gens qui ne le sauraient pas, qui appartenaient au Parti communiste. Voilà, qui avait été relancé, enfin, et complètement de façon politiquement choisie, quoi, avec des objectifs. Puis après, ça a dépassé le projet, bien sûr, mais ma sœur ayant 2 ans de plus que moi, en plus, j'avais une aînée, donc j'avais la chance de lire très jeune, finalement, très tôt. En fait, j'ai lu des choses bien avant, enfin, tu vois, qui ne m'étaient pas forcément destinées, donc j'ai vraiment appris à lire dans Pif. Alors, le diable, forcément, ça vient de là, quoi. On est cette génération qui est au croisement, comme ça, des cultures classiques, mais qui a été nourrie aussi de contes, de légendes, et qui est donc vraiment dans un mix culturel bien plus important qu'aujourd'hui, en fait, je pense, plus étendu. Et ce qui fait que dès le début, en fait, pour moi, par exemple, Corto Maltese, bon, on va rentrer dans le vif du sujet, mais tu vois, Corto Maltese, voilà un héros, c'est sans doute mon héros d'enfance, avec Zorro et quelques autres, mais ça m'a formé intégralement, c'est-à-dire esthétiquement, humainement, sur le plan du romantisme personnel, comme sur le plan de l'intime, comme sur le plan graphique.
et c'est un génie. Donc c'est dans PIF qu'il a démarré. Hein. Et voilà, si j'ai Corto Maltese, bah, c'est un peu l'image de ce que j'ai voulu faire au Diable, en fait, tu vois, c'est-à-dire des artistes de cette hauteur-là, mais complètement venus complètement des pop, voire des pulp culture. Ouais, Et donc maintenant, le Diable, a quand même, il faut préciser aussi que le Diable a maintenant 20 ans, et que globalement, on est une des premières maisons à avoir justement vraiment transgressé la frontière des genres, ce qu'on continue à faire, mais maintenant, on n'est plus les seuls. Et avec des succès. Bon, on est aussi une maison installée en région, en Camargue, ce qui veut dire qu'on est une maison généraliste. En fait, il y a aussi des documents. On publie peu, mais on publie ce qu'on a envie de publier et avec une vraie cohésion culturelle. Mais on publie aussi des documents d'histoire culturelle ou des documents sociopolitiques. Enfin, voilà, donc c'est une maison généraliste quand même, ce qui permet de créer des circulations assez géniales en fait culturelles, en fait, des circulations culturelles et politiques aussi, bien sûr. Quelqu'un demandait sur le chat, c'est peut-être un détail, mais tu dis que le format poche, c'était un format où les auteurs, c'était un peu dénigrant pour les auteurs d'être que en poche. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le format poche, c'était pas vu comme un truc très légitime? Mais oui, parce que j'imagine évidemment, alors ça c'est incroyable, parce que bon, moi je suis née en 60, hein, alors je pense que les auditeurs, vous êtes nés vachement plus, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi évidemment sur Twitch. Oui, je pense en moyenne, je saurais pas dire, voilà. Mais oui. Ouais, j'imagine que vous devez avoir 25 ans en moyenne. Je pense que c'est plutôt dans ces eaux-là. Je sais pas, les gens du chat, vous pouvez dire si vous avez... Peut-être, il y a peut-être des gens plus vieux, mais... Intervenez, hein, parce que du coup on va droit à ce qui vous intéresse. T'inquiète pas, je relaye. Tu me diras donc. Bon, enfin bon, j'imagine que vous êtes très jeune. Imaginez que quand j'avais votre âge, quand tu lis... Enfin, moi, mon dernier conflit oedipien un peu sévère avec mon papa, mais un peu sévère, hein, c'est toujours, il est vivant, c'est un universitaire et qui avait des principes et qui pensait en plus que c'était une vraie question éthique de se cultiver, de travailler, hein, parce que j'ai aussi quelques origines protestantes, donc c'était sérieux là. La culture et l'art chez nous, c'était... bon, enfant de prof, hein, évidemment, j'étais aussi enseignant. Enfin, je cumule beaucoup de critères sérieux. Et la BD, pour eux, et pourtant ils étaient ouverts, il n'y avait pas de lecture interdite, c'était de la futilité, voire un produit du marché. C'était pas de l'art. Et ils ne comprenaient pas dans leur génération la BD. Le poche, on en a lu beaucoup, il y en avait beaucoup à la maison, c'était des polars. Mais un auteur qui publiait en poche était quand même très dénigré, surtout en France. Alors moi, quand j'arrive dans la profession dans les années 80-90, bah, c'est pas compliqué. J'ai lu, par exemple, est un éditeur qui publie 70% d'inédits anglo-saxons directement en poche. Et l'ASF, le fantastique, l'épouvante, l'horreur, on est en pleine période Stephen King, etc., les gens méprisent, les critiques littéraires, la presse, les médias, il n'y a jamais de presse. Et on considère que J'ai lu, c'est la maison d'édition qui publie Angélique, Marquise des Anges, que c'est de la merde. Guy Descartes, c'est de la merde. Il y a un énorme mépris pour les auteurs populaires. Et les auteurs populaires qui viennent des États-Unis, ils cumulent la double peine. C'est que c'est des trimards qui publient pour vivre. Un écrivain ne travaille pas pour vivre. On est aussi dans cette... Et d'ailleurs, un écrivain à cette époque-là, il est de milieu bourgeois, donc il n'a pas besoin de travailler pour vivre. De toute façon, il a le droit de dire je suis artiste, et puis de toute façon, il est logé nourri, quoi. Et donc, l'art est encore très bourgeois. Les classes moyennes n'ont pas émergé comme elles ont émergé. Je pense que si je fais même sondage sur votre âge, que je vous demande vos origines socioculturelles, bah, vous serez tous issus, comme nous d'ailleurs, des classes moyennes très, très majoritairement. Le marché du livre aujourd'hui, il est majoritairement composé de classes moyennes qui sont le résultat de l'école de la République en France. Hein. Donc il y a eu cette croissance-là qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un univers très différent. Mais mettez-vous 40 ans en arrière, les gars, parce qu'on parle de 40 ans ou 35 ans, on n'en est pas du tout là. Et nous, c'est la bataille de la Marne. Moi, chez J'ai lu, j'ai créé Nouvelle Génération quelques années avant de partir, et le diable s'en est beaucoup inspiré, mais ça s'appelait Une nouvelle génération d'écrivains pour une nouvelle génération de lecteurs. Et les auteurs qu'on présentait en disant ce sont de vrais écrivains, c'était Virginie Despentes, Michel Houellebecq, etc., qui étaient considérés comme des écrivains merdiques, parce que déjà leur langue était une langue de l'oralité. Et on traduisait d'ailleurs très mal la Beat Generation anglo-saxonne à l'époque, c'est-à-dire que, et là je veux bien avoir tous les débats de traducteurs qu'on veut avec Brice Mathieu-Sang et avec beaucoup de traducteurs très chevronnés,
mais qui traduisait une littérature américaine qui était fondée sur le spoken language, en mettant en appliquant une concordance des temps classique, imparfait, passé simple, plus que parfait, subjonctif. Et voilà, donc si vous voulez, il y avait un mépris évident pour les auteurs du Fleuve Noir, pour les auteurs de J'ai lu et pour toutes les collections qui en fait prenaient en charge les traductions des auteurs américains qui déferlaient. Effectivement, c'est drôle parce que si vous avez un fiche Wikipédia de PIF où je suis allée pour me rafraîchir les dates, parce qu'en fait, entre mes souvenirs et les dates, c'est très marrant. C'est pour ça que je peux te dire que j'ai vraiment commencé à lire à 3 ans, parce que j'ai des souvenirs très précis et c'est des éditions de 1963. Enfin, c'est l'âge où on commence à lire, mais enfin 3-4 ans, comme, mais enfin là, je vois des éditions, je vois des images, quoi. Alors, par contre, je n'ai peut-être pas les textes, enfin, je ne me souviens plus. Enfin, toujours est-il que à cette époque, on était vraiment dans un univers de pulp qui n'avait pas de légitimité. Et ce qui explique la fiche Wikipédia, c'est que on a basculé dans l'ère, ils disent la culture, il y a la culture communiste en gros de PIF, et puis on bascule, la culture prolétaire et populaire française, et puis on bascule dans la culture de la mondialisation. Bon, c'est super caricatural, mais ce qui est très bien vu, c'est que jusqu'aux années où tout d'un coup on déferlait les produits du marché américain et ont explosé les poches, et ont explosé tout ça avec la grande méfiance des artistes et des intellectuels français, et ben à ce moment-là, en fait, la France, on s'en méfiait pour 2 raisons. Politiquement, parce que c'était produit par le marché américain. Deuxièmement, parce que la conception de l'artiste, elle est éloignée, forcément séparée, je dirais protégée du marché. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a protégé en France la librairie, les auteurs. Alors les auteurs, le statut, il est complètement à revoir. Hein. C'est plutôt le SNE qui a décidé de ça que les auteurs eux-mêmes. Mais n'empêche qu'on a quand même réussi à protéger, parce que justement, c'est la contradiction, hein, soyons dialectiques, les intellectuels français de cette époque, ils étaient pour, souvenez-vous que quelques années après, mais vous n'étiez pas né non plus, mais vous en avez peut-être entendu parler. Alors, juste un petit point, excuse-moi, juste pour te situer, les gens qui ont répondu sur le chat, c'est plutôt autour de la trentaine. A priori, il y a quelques plus jeunes et il y a même quelques quarantenaires, mais plutôt la trentaine. Je m'attendais à plus jeune aussi, en moyenne. Voilà, pardon, je te laisse continuer, c'était pour te faire le point. Ça veut dire que les jeunes commencent à être grands et qu'ils vont bientôt pouvoir prendre le pouvoir. Et culturellement, je veux dire, hein, en plus, même peut-être sur tous les plans, ce serait bien. Enfin bon, passons. Donc, non, à cette époque-là, je sais plus, on a un peu. Pardon, je t'ai sorti de tes rails. Ouais. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à cette époque-là, les auteurs, ce qui arrivait, les productions américaines qui arrivaient, c'était la double peine vraiment. C'est-à-dire qu'on s'en méfiait idéologiquement et on s'en méfiait aussi parce qu'il y avait une protection légitime, il est vrai, une préoccupation légitime de protéger des artistes français et la création française. Et c'est l'époque où, pour les plus anciens, vous avez dû entendre parler des quotas. Et de ce grand slogan qui avait d'ailleurs été lancé par Jacques Ralite, un ministre communiste, alors ça doit être dans les années 80, qui était pas l'équivalent du produisant français qu'on réentend aujourd'hui, mais qui était de vraiment protéger, si vous voulez, les temps de création et donc c'est lui, avec Jack Lang ensuite, qui a défini l'exception culturelle. Et ça, vous en avez entendu parler, ça fait partie alors, cette exception culturelle, elle s'est accompagnée d'un grand mépris quand même et d'une grande méconnaissance des pop cultures en général, de la BD en particulier. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que les contradictions, le système est toujours plein de contradictions. Si vous voulez, c'est que les enfants des gens qui étaient... C'était la gauche du monde intellectuel, hein, donc il y avait ce souci de l'exception culturelle. On parle d'un ministre communiste. Ralite, l'exception culturelle, se méfier des productions américaines. Donc moi, je lisais après avoir lu PIF, je suis passée au mix, et ça, je lisais plutôt en cachette, parce qu'à la maison, quand je ramenais... c'était, en plus, il faut savoir qu'à l'époque, Captain America des débuts, les artistes devaient tous composer avec les lois idéologiques des studios américains, c'est-à-dire que c'était quand même la guerre froide, c'était terrible, ça valait Tintin au pays des soviets, si vous voulez, donc c'était quand même totalement ridicule. Et en plus, c'était des instruments de guerre idéologique réellement, de masse. Donc les parents détestaient. Et en même temps, les parents, ils m'ont abonné à PIF dès mon plus jeune âge. Donc ils ont complètement mis le verre dans le fruit, parce que moi, je suis passée très, très logiquement
de PIF à tout le reste. Alors, pas seulement les comics, mais tout le reste. Et je suis passée des héros de PIF, qui étaient mes premiers héros, bah forcément aux super-héros, ce qui fait zéro différence pour un... Donc, il a fallu attendre finalement ma génération, mais pas ma génération, que ma génération soit un peu décisionnaire, c'est-à-dire qu'on ait 40 ans, c'est-à-dire seulement il y a 20 ans, pour pouvoir donner une légitimité à ces artistes venant des pop cultures qui étaient Neil Gaiman. On aurait dit de lui en France, mais enfin ce mec, avec le talent qu'il a, il ferait mieux d'écrire du Baudelaire au lieu de s'emmerder à faire des graffitis, quoi, et d'aller faire des comics, de la BD. Il y avait une vraie ostracisation. Et d'ailleurs, vous la mesurez encore aujourd'hui. En France, on n'a jamais traduit d'ailleurs les études sur la youth culture. Ça y est, et les gender studies sont arrivés 20 ans après tout le monde. Alors par contre, en France, on est spécialiste des basculements forts. Donc bientôt, on va couper la tête des violeurs. Hein. Peut-être, j'espère qu'on ne fera pas trop d'erreurs judiciaires. Mais il y a un truc très français, c'est qu'on fait la révolution d'un coup, on coupe la tête des rois. Donc, enfin, on a attendu 20 ans. Moi, je me souviens, à la même époque, quand vous disiez on est féministe, on se faisait foutre de nous. Bon, tout ça, si vous voulez, c'est la même chose, en fait. Hein. C'est la même chose. Il y avait une forte charge subversive dans ces œuvres des pop cultures. Ce qui est très étonnant, c'est que les intellectuels français, ils n'aient pas compris que sous les princes, que la contrainte des princes et des rois, et c'est là qu'on voit qu'ils étaient très embourgeoisés, la contrainte idéologique du système de production capitaliste français vous voyez, sous Sacha Guitry, quoi, le capitalisme français bien tel qu'on le voit dans les œuvres du 19e, quoi, bien ridicule, 20e. Cette contrainte-là, elle ne les faisait pas gerber, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il pensait aussi que l'artiste pouvait être libre sous cette contrainte. La preuve, tous les grands artistes qui ont vécu sous la contrainte, Léonard de Vinci, payé par l'Église, enfin, et ont fait des grandes œuvres. Et ils se sont jamais dit, mais enfin, sous le capitalisme, les artistes peuvent être libres aussi. La preuve, l'œuvre qu'ils ont léguée, elle n'est pas... bien sûr, les scénarios peuvent être manichéens, mais l'œuvre, elle ne l'est pas forcément. Au contraire, puisqu'elle a formé des gens qui ont une vraie vision critique de la société aujourd'hui. Il y a un truc qui est très intéressant sur justement, toi et enfin le diable de manière générale, vous défendez ce qu'on appelle la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire de la science-fiction, de la fantasy, toutes ces choses-là. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, quand on fait des recherches, qu'on voit les archives dans les milieux ouvriers, notamment les milieux ouvriers communistes, tout ce qui était américain était mal vu. C'est-à-dire qu'il y a des archives où ils disent, regardez, les comics américains, c'est raciste, ils disent ça fait l'apologie du gangstérisme, du nationalisme, etc. Et du coup, en fait, il y a une méfiance, en fait, quand même, des milieux communistes pour ces littératures américaines et ces genres qui sont assez à la mode aux États-Unis. Et toi, en fait, en lisant des comics en cachette, en t'y intéressant, tu as vu l'intérêt de ces cultures populaires-là. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans PIF, il y avait des westerns. On en parlait justement, il y avait des westerns. Il y avait Dr. Justice, c'est un peu un super-héros. Il y a de la SF, il y avait les Pionniers de l'Espérance chez Vaillant. Quand je regarde les lignes du diable, je regarde hier, hein, parce que j'ai regardé Wikipédia hier pour me remémorer et surtout voir les dates. Et là, je me dis, c'est incroyable ce qu'on inocule dans les gamins très jeunes, parce que figure-toi que finalement, j'avais oublié, mais mon premier récit de SF, c'est Les Pionniers de l'Espérance. Voilà, je précise pour les gens, Les Pionniers de l'Espérance, c'était les éditions Vaillant, donc qui était une édition qui avait été montée par des anciens résistants communistes, qui a donné Pif Gadget par la suite, et Les Pionniers de l'Espérance, c'était de la science-fiction. C'est un genre de Star Trek, on dirait, un peu comme style... Ouais, un peu plus élégant quand même, parce que c'était poétique, tu vois, il y avait un peu du Forest dans Les Pionniers de l'Espérance, beaucoup de choses dans la nature, dans mes souvenirs, hein, bien sûr. Et... ouais, un peu moins guerrier, que c'était plus la découverte de mondes étranges, que c'était communiste. Hein, donc, oui, ce qu'il faut comprendre, bon, c'est pas grave, on va digresser, on a le temps. Ah oui, vas-y, moi j'aime bien les digressions. Ouais, ce qu'il faut comprendre pour Vaillant, et ce qui a fait la culture du journal, et j'espère que ça se poursuivra maintenant qu'il a été racheté, parce que je ne sais pas ce que ça deviendra, mais et ce qui en a fait un foyer comme ça, un ferment de créativité et de nouvelles voix que personne n'avait jamais vues en France, hein, parce que c'est quand même incroyable le nombre d'auteurs qui sont arrivés avant même, qui ont irrigué ensuite Pilote, et tous les canards de BD français, même à suivre. Cortot, ensuite, il part à suivre, hein, chez Casterman, donc c'est quand même... et en fait, il y a un nombre d'artistes, Mandrika, il a commencé chez Vaillant.
Mandrika, c'était le concombre masqué pour les gens qui... Le concombre masqué, qui est Mandrika, c'est un génie. Donc, bon, il y avait les journaux catholiques. Et justement, qui s'appelait d'ailleurs Cœur Vaillant. Moi, je lisais, j'étais tellement mordue de BD grâce à Pif que j'allais lire chez mes copines les journaux catholiques. Donc Bibi Fricotin, en fait, j'ai plongé dans la BD, j'ai tout lu, hein. Mais y compris Spirou, quand c'est... et les canards catholiques de l'époque. Donc ils ont décidé de s'appeler Vaillant. Déjà, je pense que c'était quand même un défi à Cœur Vaillant. Oui, apparemment, c'est Cœur Vaillant qui était un journal... désolé, je précise pour les gens, parce que nous, on a en tête. Cœur Vaillant, c'est un journal catholique de jeunesse qui a été fermé à la Libération parce qu'ils avaient été un petit peu trop sympas avec l'occupant. Et a priori, ouais, moi, j'ai lu aussi que c'était un petit pied de nez, le fait d'appeler les éditions Vaillant comme ça, de la part des communistes. Forcément, ça s'appelle pas Vaillant quand le cateau s'appelait Cœur Vaillant. Et alors, ce que voulaient faire les communistes résistants, il faut imaginer l'époque, s'ils avaient libéré la France, les résistants, vous savez, ils n'avaient pas été si nombreux que ça ils avaient risqué leur vie. Et tout d'un coup, la France entière, y compris les collabos, tout le monde leur fait la fête. Et la France bascule en plus dans une ère de reconstruction incroyable, comme après les guerres, etc. Une ère de libération, l'Amérique arrive et tout. Et tout d'un coup, ces communistes se disent intelligemment, il y a une espèce de... On ne peut pas laisser l'éducation populaire aux cathos, à l'église et au patronat, quoi, tout simplement, et aux dominants. Ils n'avaient pas encore lu Bourdieu, mais bon. Et donc, il faut créer des journaux pour les enfants. Donc, vous voyez, ils sont quand même très précurseurs, parce que l'édition elle-même, elle inventera ça. Ça ne vient pas de l'édition, là, ça vient de la politique. Et donc, ils sont très en avance. Et ils décident de faire un journal sur le modèle mais complètement novateur, où ils mettent beaucoup plus de BD, et où ils commandent à des artistes qui sont des artistes inconnus, enfin, qui sont débutants, quoi. Justement, en leur disant, on va faire des histoires, nous aussi. C'est avant l'invention des phylactères, hein, tout ça. C'est avant même l'invention de la BD. Pif va être la transformation de tout ça dans un vrai journal important, mais c'est comme ça que ça naît, c'est sur cette culture-là. Et donc, ils prennent des jeunes dessinateurs, etc., et ils leur disent d'abord qu'ils n'hésitent pas à créer, donc effectivement, vers de la SF, ça va partir dans tous les sens, et en même temps, autour de valeurs qui sont justement des valeurs, alors humanisme, partage, courage, etc. Donc une fabrique de héros pour sauver le monde. C'était vraiment... Et en fait, ça donne des héros aussi naïfs. Quelque part, d'ailleurs, la preuve, les communistes, les pauvres, n'ont pas réussi à sauver le monde, quoi. On voit bien que ça a un côté très naïf, donc c'est une naïveté, mais vachement plus sympa, en fait. Mais moi, du coup, on passe assez facilement de cette naïveté-là à la naïveté des comics, parce que sur le plan du scénario et de l'écriture, c'est la même. Sauf que quand on a cette formation et qu'on est averti sur ce qu'est le marché capitaliste, bon, c'est comme quand on lit Tintin au pays des soviets et qu'on est gamin, on aime bien Tintin, on n'aime pas au pays des soviets. Et c'est vrai que je pense que l'histoire, on était assoiffés, nous, on n'avait que ça. Mais c'est vrai que 30 ans après, 40 ans après, il y a des œuvres forcément qui vieilliront parce qu'elles sont tellement justement orientées idéologiquement qu'elles sont plus regardables ou macho, etc. Et alors, à l'époque, quand je regarde, Pif a introduit tout de suite, enfin la fin de Vaillant, puisque Pif c'est 60 et quelques, donc on est encore Pif c'est 69 même, ils ont commencé en 68 à j'ai Vaillant de, on va dire 63, quand je regarde les revues de ma sœur, en fait, parce que c'est ça, elle a 5 ans, elle a 2 ans de plus que moi, et donc j'ai dû les voir à ce moment-là, et donc à partir de 63, on a des choses comme Les Pionniers de l'Espérance, on a Ragnar le Viking, on a des... Et donc, je me rends compte que moi qui suis une mordue des Vikings, la preuve, la mythologie viking, Neil Gaiman, on voit bien la place du Viking dans les pop cultures qui est incontournable, mais pas seulement. Bon, les chevaliers de la table ronde, mais enfin, on avait aussi des chevaliers dans Pif. Et finalement, je me rends compte, il y a eu les Indiens. Alors, les Indiens, je prenais pour un Indien quand on joue au cow-boy aux Indiens, quand on était gamin, peut-être aujourd'hui encore, eh bien, il y a eu Loup Noir. Et tout ça, c'était scénarisé en gros par les mêmes, hein, c'est-à-dire Le Cureux, qui était le scénariste de Rahan, et Olivier, qui faisait Les Pionniers de l'Espérance, mais qui a fait aussi Docteur Justice. Si je ne m'abuse, hein, j'ai un tout petit doute, je me demande si Les Pionniers de l'Espérance, je vais vérifier en direct, mais il me semble que Les Pionniers de l'Espérance, c'est aussi Le Cureux. Mais j'ai un tout petit doute. Oui, c'était Le Cureux, excuse-moi, Les Pionniers de l'Espérance. Il me semble, hein. Oui, c'était Roger Le Cureux aussi. C'était Roger Le Cureux, effectivement.
Et il y a un point aussi qui est intéressant, je trouve, avec ces histoires-là, c'est que tu dis que c'est effectivement ils ont pris des jeunes, alors que ce soit Vaillant et aussi Pif. Donc ça c'est, je conseille ce très bon bouquin là qui s'appelle La véritable histoire de Pif par Richard Medioni qui a été rédac chef, et il explique que non seulement c'était des jeunes, c'est-à-dire que la moyenne d'âge à Pif au début c'était 22 ans, je crois. Donc en plus c'est les cheveux longs et tout parce que c'est des gens qui ont 20 ans, 68 quoi. Non seulement c'est des jeunes, mais c'est en fait des gens qui viennent de la classe ouvrière, en fait. Mais C'est-à-dire que complètement. c'est Et classe moyenne et classe ouvrière. Bien sûr, bah, classe ouvrière, c'est des communistes. Hein. C'est-à-dire, mais à l'époque, il y a une grande classe ouvrière qui travaille. Aujourd'hui, on a une classe ouvrière qui a été cassée et qui est grande, enfin, qui est petite en nombre et avec un gros chômage. Donc, sociologiquement, les ouvriers. Il faut savoir aussi qu'on est dans une époque où les héros au cinéma, c'est Jean Gabin et Simone Signoret, c'est les livres de référence, c'est Marcel Pagnol. On est dans une culture, ça c'est vrai ce que dit Wikipédia, c'est un moment, des années 50 à 70, les héros des Français sont des héros populaires. Yves Montand, il est populaire. Yves Montand, il est fils de prolo. D'ailleurs, il y a une quantité d'artistes communistes assez incroyable. Et donc, si aujourd'hui, nous, on vit comment dire, la montée des classes moyennes petites et classes moyennes élevées dans la culture et dans les pratiques artistiques, à cette époque-là, il y a une arrivée de gens qui n'avaient jamais eu droit au statut d'artiste, mais justement dans des pratiques de création populaire, et c'est des enfants de la classe ouvrière. Donc, donc ces gens, forcément, d'un milieu populaire, quand ils font un travail de création, ils font un travail de création qui ressemble à leur réalité, avec les mots du réel. C'est au centre du Diable Vauvert, c'est le côté réaliste, en fait, des livres. Et alors, bien évidemment, pour moi, la littérature la majeure, la plus réaliste, c'est la SF. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessairement, et la fantaisie, bien sûr, les littératures imaginaires, parce que ça ne tient pas la route si tu n'es pas réaliste. Quoi. Justement, le pacte d'immersion dans le monde imaginaire, c'est oui. qu'il soit absolument mieux que la réalité, qu'il parle de ta réalité. Oui. Il faut qu'il y ait une crédibilité, en fait. Faut rendre crédibles des univers qui ne sont pas le nôtre, justement. Mais rendre crédible, ce n'est pas finalement un défi technique, parce que ça peut être très poétique, hein, la crédibilité. Ce n'est pas un défi technique, c'est un défi par rapport au temps présent. Par rapport au temps présent. C'est pour ça que les littératures d'imaginaire ne parlent. Regardez les Game of Thrones, quoi, enfin, bon, bref. Donc, en fait, les littératures d'imaginaire, c'est justement pour ça qu'elles occupent une place comme ça au diable, parce que si tu t'intéresses à un travail artistique sur le réel, avec des gens qui viennent du réel, c'est-à-dire qui ne viennent pas des salons, ce n'est pas une littérature bourgeoise, ça ne peut pas être une littérature bourgeoise, eh bien, forcément, tu te coltines avec le réel, mais aussi avec la langue du réel. Donc, quand on dit réaliste, ce n'est pas seulement la crédibilité, etc. C'est aussi dans quelle langue tu parles. Quand tu mets des enfants, bon, alors il n'y a pas il n'y a pas tant d'auteurs que ça qui mettent leurs romans, enfin, en tout cas en littérature mainstream, dans des milieux non dominants ou non bourgeois. On est vraiment dans une phase où la littérature, un peu comme le cinéma américain des années 80, tu vois, c'est vraiment les décors, la grande époque de Michael Douglas, etc. C'était un cinéma, les décors étaient très chics et on était, comme aurait dit Bourdieu, sociologiquement, dans des œuvres qui étaient conçues comme des œuvres bourgeoises. Là, si tu veux parler du réel, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on traduisait très mal et qu'on parlait très mal et qu'on entendait très mal ces œuvres des pop cultures américaines. Et aujourd'hui, pour moi, on a été un des premiers à le faire, mais on a changé complètement nos traducteurs pour traduire les auteurs américains qu'on fait. On n'a pris que des jeunes traducteurs de 20 ans aussi, ou de 22 ans, comme Laura Doraginski, Charles Recourcé, etc., qui maintenant traduisent chez les plus grands. Pourquoi? Parce que c'était les seuls qui savaient manier un argot light, c'est-à-dire l'argot qu'on parle tous, où on ne marque plus les négations, etc. Et dans un dialogue de personnages réels, si vous mettez un plus que parfait ou si vous mettez des adverbes partout, des machins comme ça, c'est tout, c'est pas réaliste. Donc la question du réalisme, pour moi, l'auteur majeur dans ce domaine, c'est Virginie Despentes.
celle qui a vraiment prolongé la révolution. Il y avait Gian avant, et si je dois donner des grands repères, Sant'Antonio. Ouais, Sant'Antonio, Oui. Gian. Bon, après, il y a Jean Echnoz, il y a Pierre Bergogneau, il y a aussi beaucoup d'écrivains qui ont Annie Ernaux, bien évidemment, dans sa langue nue, Michel Houellebecq aussi. Mais Michel Houellebecq, pendant 10 ans, on a entendu, il ne sait pas écrire, c'est pas écrit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'adverbe, il n'y avait pas de rhétorique. La rhétorique, c'est la littérature académique. Une littérature académique, elle se paralyse très vite. C'est une littérature de salon. Donc voilà le pacte du réel. Bon, j'ai un peu dérivé. Hein. Non, non, mais c'est exactement dans le sujet. Mais moi, c'est un truc qui me tient un peu à cœur parce que, tu sais, on parle de culture populaire et on le définit pas forcément toujours. Et des fois, il y a comment dire, des malentendus. C'est-à-dire que souvent, c'est lié à culture commerciale ou culture de masse. Toi, tu en as parlé aussi de ça, du fait que les trucs américains ou la science-fiction, etc., oh, ben, c'est commercial, c'est des trucs de masse. Et il y a des témoignages sur PIF aussi de la petite élite intellectuelle de la BD française trouvait que Corto Maltese, etc., tout ça, oh, c'était commercial, c'était pas très bien. Alors qu'ils étaient adorés par les auteurs, alors que Hugo Pratt était adoré par des auteurs américains. Et je trouve qu'un des points justement de différence, pourquoi on peut dire que c'est une culture populaire et pas juste une culture qui est effectivement accessible au plus grand nombre parce qu'elle serait commerciale ou de masse ou industrielle, c'est qu'elle est faite par des gens issus des classes populaires. Et qu'on voit tout de suite la différence en fait, quand tu changes la sociologie des créatifs, t'as tout de suite une très très grosse différence, quoi. Pif, c'est un bon exemple parce que t'as beaucoup d'anciens ouvriers. Richard Medioni, il explique que la moitié, ils n'avaient pas le certificat d'études. Et les autres, ils n'avaient pas des très hauts diplômes, c'était pas des gens qui sortaient de la fac. Et ça donne effectivement des gens qui aiment ouais, les trucs d'aventure, les westerns, le karaté, tu vois. Je crois que c'est Dr. Justice où il y a tout le temps des scènes où il fait du karaté, etc. Évidemment, moi, j'ai un mari qui est même génération. Bon, lui, ses parents étaient instits, tu vois, et donc même sociologie, même région. Bah, lui, il a été judoka longtemps, enfin, et il a décidé de faire du judo dans Dr. Justice. Ah oui, voilà, c'est du judo, voilà, c'est ça. Mais, ouais, mais en fait, tu sais, ça change nos vies, hein, ça change nos vies et ça donne beaucoup de. Je me rends compte que finalement, les graines semées dans l'enfance, dans les enfants que nous sommes, si le terreau, enfin, s'il y a rencontre avec le terreau, tu vois, ça pousse longtemps, quoi. Et effectivement, alors cette question-là, elle est complexe. La question elle est d'abord, alors ce qui est la petite histoire drôle chez les communistes, c'est que eux qui étaient les plus grands défenseurs de l'artiste français et de la création française, c'est donc bien eux qui ont en même temps, même des fois sans le savoir et sans le réfléchir, je crois qu'ils le réfléchissent maintenant et que c'est les nouvelles générations qui s'en rendent compte, mais à l'UMA, voilà, ils sont en train d'ouvrir une rubrique SF. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit bien, ça a été les premiers à mettre de la SF entre les mains des gamins en France. Ah oui, tu me Donc disais que tu avais eu du mal avec l'humain, par exemple, à leur expliquer que c'était intéressant la science-fiction, que... Alors j'avais eu du mal, oui, j'avais eu du mal, non pas sur le plan, comment dire, de l'intention, mais ils m'ont dit plusieurs fois, on ne peut pas traiter ce livre, on n'a personne. C'est là que je leur ai dit, mais c'est pas possible, les gars, appelez des jeunes, n'importe qui, vous avez forcément, même des enfants de communistes, débrouillez-vous, vous allez trouver. Et d'ailleurs, ils ont trouvé, parce que maintenant, ils ont une équipe très jeune de nouveau, après tous les plans sociaux, etc., parce qu'ils sont quand même financièrement en situation difficile. Et donc là, ça s'est complètement renouvelé. Et l'avantage, c'est que la génération qui arrive, effectivement, eux ils connaissent. Mais j'avais eu du mal, alors il faut être juste, hein, j'ai pas eu du mal qu'à l'UMA, j'ai eu du mal à l'UMA comme ailleurs. Plutôt Oui. moins parce qu'ils avaient mauvaise conscience. Parce que quand on leur dit, mais les gars, c'est vous qui que, ils savent quand même. Et puis maintenant, il y a aussi, c'est vrai, des jeunes qui arrivent, les Fabien Roussel et autres, ils ont 40 ans, quoi, donc ils ont lu, ils ont vu Soleil Vert, par exemple. Politiquement, si tu n'as pas vu Soleil Vert, tu ne peux pas faire de politique. Bon, ben voilà, c'est leur référence parce qu'ils ont 40 ans et qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde sait ce que c'est que Soleil Vert ou dans les milieux un peu cultivés. Donc, alors, bon, ça,
Mais si on élargit le propos autour de cette question, qui est une vraie question, hein, qui est aussi celle que des documentaires de Arte ont exploré en faisant des circulations comme ça, de la hype à la hype. C'est un peu toujours cette circulation, c'est le vieux lien des littératures, des cultures populaires aux cultures savantes. Donc il y a une circulation permanente. Mais ce qui est vrai, c'est que la culture devient marché. Ça, la culture devient marché à partir des années 60. En 70, 80, ça va basculer. En 80, ça va basculer, ça va tuer Pif, ça va tuer Gabin, ça va tuer l'image du prolo, on va tuer la classe ouvrière en même temps, la sociologie française va changer, les prolétaires, il va y en avoir moins, les chômeurs, ça va être la nouvelle classe, mais qui n'est pas organisée, donc avec une culture politique qui va changer. Et on va avoir, donc il y a vraiment une invasion de produits et puis aussi une croissance du marché en France avec une transformation d'édition de maisons indépendantes en très gros groupes qui ont besoin de faire des résultats. Donc quand vous voulez faire des résultats en édition, ce n'est pas vers la création et vers ce que personne n'a lu que vous allez. Si vous avez vu que les mangas ça marche, vous faites du manga. Si la fantaisie ça marche, faites de la fantaisie. Si la jeunesse comme ci, comme ça marche, vous en faites. Et vous ne pouvez pas prendre de risques quand vous avez 90 employés ou 300 ou 400. Donc, vous assurez le résultat. L'édition, la création, la production. L'économie de la culture, c'est une économie de l'offre. L'économie de l'art, c'est une économie de l'offre. Un artiste arrive et il dit lisez mon livre. Et il faut évidemment rapprocher cette économie de la demande au plus possible si tu veux la sécuriser. Donc, tu crées des demandes sociales en maîtrisant la prescription, donc les médias, etc., etc. Et deux, tu crées la demande sociale en t'approchant de ce qui marche déjà, tout simplement. Tu accrois une demande sociale déjà existante. Donc, objectivement, dans les productions populaires, il y a des sous-séries, il y a des sous-produits. Les érudits des cultures populaires, ils adorent les séries Z. On a tous consommé, enfin moi je ne sais pas vous, mais moi je sais qu'il y a des domaines inavouables où je prends tout, voilà, je prends tout parce que même ce qui me plaît, c'est de voir la variation du motif. Ah tiens, lui il fait comme ça, oh non, ça on l'a déjà vu 10 fois, mon père, tu peux pas. Et je crois que tout le monde fait ça et que dans les générations des jeunes, c'est les vieux films de SF ou de zombies ou de machins ridicules que moi, alors là, je ne risquais pas de regarder dans ma génération parce que ça, on détestait quand on était jeune. Tu vois. Ouais. Donc, on a un rapport parce que toutes les cultures populaires fonctionnent comme ça, sur des archétypes qui sont déclinés. J'ai beaucoup travaillé sur le roman sentimental chez J'ai lu, c'est absolument passionnant et je peux vous dire que le roman sentimental a suivi l'émancipation des femmes. Et oui, moi si tu veux, on fait un jour une émission sur le roman sentimental. J'y connais vraiment rien, quoi. J'ai bossé, ça m'a passionné et pourtant je préfère la SF, mais bon. Non, mais bon. Ce que tu appelles roman sentimental, c'est par exemple quand on dit roman à l'eau de rose, ces choses, ce qu'on appelait comme ça. Aujourd'hui, on appelle ça des romans à l'eau de rose parce que justement, dans la culture de tous, des pop cultures, c'est tellement méprisé. Donc, c'est très méprisant, dire ça, roman à l'eau de rose. C'est encore plus méprisé que la SF, le polar. Le polar, bon, ça fait longtemps que maintenant, ça avait l'aide de noblesse comme une littérature sociale. Alors ça, c'était la génération de mes parents qui commençaient à aimer le polar. Il a quand même fallu 40 ans. La SF, là, ça y est, ça va basculer. Bientôt, si tu ne lis pas de la SF, tu seras con. Et il y aura beaucoup de mauvaises SF. Et de la SF aussi, d'auteurs de mainstream qu'on n'a jamais lu et qui donnent des trucs, c'est juste du décor, c'est pas bien du tout. Il y aura de tout. Et de l'anticipation et des dystopies, ça va déferler. Et puis, le roman sentimental, lui, il est détesté, mais alors en fait, comme il est très malin, le roman sentimental, donc ça ne s'appelle pas le roman à l'eau de rose, ça s'appelle le roman sentimental parce qu'il n'y a pas du tout d'eau de rose dedans, ça dépend desquels. Alors, il y a eu Barbara Cartland, on s'embrassait sur la dernière page et on ne couchait pas dans le livre, et puis celui qui a fait la révolution, quand même, pour aller vite, c'est Angélique Marquise Desgenges, roman français, la série des Gaulons, et qui a finalement initié aux États-Unis et dans le monde entier le body stripper, c'est-à-dire le roman sentimental hot, un peu sexy, où au premier chapitre, en gros, le mec viole la nana, et ensuite, mais elle aime ça, enfin, elle est amoureuse quand même si ça ne se fait pas. Il y a un modèle très, très macho, bien évidemment. Et à la fin du livre, mais ce qui est très intéressant, c'est que la nana, avec ses moyens de femme, qui peuvent varier, elle peut être très
douce ou au contraire une chieuse, enfin, ou une vraie emmerdeuse ou une femme de pouvoir. Il y a toutes sortes de scénarios autour de cette trame, mais la femme va, comme dans Cartland, amener l'homme à quitter l'état de bête pour être un être civilisé qui va pouvoir l'aimer. Voilà. Et donc, c'est une quête de l'amour et de la réussite par l'amour. Mais il y a aussi maintenant des romances qui mettent en scène des femmes célibataires. Il y a des romances de plus en plus sexuelles. Et puis, en fait, ce qui arrive dans vos générations, c'est que tout simplement, alors là, c'est parce que les couches populaires lisent moins. La romance, elle quitte le poche pour aller en librairie en grand format, et ça devient la Beatlit, etc. Et les jeunes générations qui ont toujours beaucoup lu de romans d'amour, alors si on veut en parler bien, on dit des romans d'amour de distraction, mais ça s'appelle des romans d'amour, c'est pas des romans à l'eau de rose. Ça, c'est MeToo, un roman à l'eau de rose, faut arrêter, c'est une honte, c'est un scandale. Des romans d'amour. Et ces romans d'amour, aujourd'hui, ils se déclinent dans tous les segments et d'ailleurs dans tous les genres. Il y en a, ça fait 20 ans qu'il y a des maisons spécialisées en romans d'amour aussi gays, lesbiens, etc. Et sauf qu'ils ont quitté le poche pour aller dans les librairies, être consommés par plutôt des jeunes à des formats plus chers, en fait. Et de la même façon qu'il y a moins de classes populaires qui rentrent dans les librairies. Et aujourd'hui, c'est un lectorat de classe moyenne. Et alors, évidemment, comment elles ont évolué ces romances, en allant vers les pop cultures contemporaines. Donc, évidemment, le grand relancement pour moi de la romance qui a démarré dès les années 90, c'est avec les vampires. Hein. Après Anne Rice, Interview for the Vampire. Après, et ensuite, vous avez toutes les séries qui déferlent, d'abord en série, en livre, en adaptation, etc. Puis après, ça se décline de partout. Tout ça pour dire que quand on est face à des productions de masse et que la culture, c'est devenu aujourd'hui le premier produit d'exportation américain, la première économie mondiale d'échange, etc. Enfin, derrière le food. Quand on en est là et qu'il faut assurer le résultat, il va y avoir une tension d'un côté à la rentabilité. Évidemment, vous avez quand même des groupes qui demandent 15% de bénéfices. Editis achète, c'est 15% de bénéfices. Même à 15% de bénéfices, tu ne payes pas encore les call girls de Arnaud Lagardère, donc il faut cracher le bénéfice. Et puis quand ça sera Bolloré, ça ne sera pas moins de bénéfices qu'on demandera. La famille Bolloré, c'est cher aussi. Et pareil, les fonds de pension. Non, une petite aparté quand même pour expliquer, on est chez Bolshevik, donc on peut y aller. Quoi. Oui, bien sûr. Et donc... On est chez Jeff Bezos aussi, je crois que j'ai oublié de te préciser, mais Twitch, c'est Amazon. Hein. Donc, oui, attention. C'est Amazon. C'est pour ça que... on est assez clavé avec tout ça. Bon, bref. Je pose juste un petit truc pour répondre à des gens sur le chat sur les questions sur la littérature, sur le roman sentimental. Il y a des gens qui parlent de comédie romantique, etc. Peut-être qu'on se le garde pour une autre fois, du coup. Je vois qu'il y a des questions là-dessus, parce que c'est super intéressant, mais je pense que c'est un sujet vraiment à part entière, quoi. À plusieurs en plus, parce que tu pourrais même faire un plateau, parce qu'il y a quand même des points de vue. Puis moi, j'ai un peu arrêté le sentimental depuis. Enfin, quoi que si, j'ai très bien suivi 51 degrés. Non, c'est passionnant, on fait un autre plateau. Alors, je reviens sur le cœur du sujet, qui est pas le roman sentimental, qui est le rapport entre, en gros, la production de masse de mauvaise qualité, qui fait partie de la culture, on va dire, et puis, la production artistique, venue des pop cultures aussi, qui fait partie de la création, pour être caricatural. Et évidemment, c'est caricatural parce que tout ça, c'est des grands allers-retours. Stephen King, qui était considéré comme un producteur de masse sans génie, pour moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de lire le nouveau Zola. Vraiment. Et je me suis dit, et j'ai d'ailleurs demandé à Sadoul, mais pourquoi personne ne m'avait jamais parlé de ce mec avec toutes les études littéraires que j'ai faites. Et ça a été le premier verre dans le fruit qui m'a permis de comprendre tout ça, quoi, en fait. Donc, si vous voulez, on voit bien que dans toute cette production, il y a des œuvres d'art, il y a des très grands, et puis il y a des choses qui ne sont pas très grandes et c'est pas grave, on aime, et puis il y a des choses qui ne sont pas très grandes et on déteste, et puis il y a des choses qui sont grandes et qu'on n'aime pas, et puis c'est vrai comme la culture quand elle est produite à ce niveau-là. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a des moyens d'autoproduction maintenant qui sont absolument énormes, et donc que chacun peut sortir, c'est exactement les 51 degrés, peut autoproduire une œuvre qui a priori n'est pas produite professionnellement et qui va rencontrer un public et dont on se rendra compte peut-être que c'est un chef-d'œuvre ou peut-être que c'est justement... Mais vous savez, c'est comme dans le foot, la littérature. C'est vraiment comme dans le foot et il y en a marre des hiérarchies et des classements, quoi. C'est-à-dire que pour avoir Zidane, vous avez besoin de clubs de foot dans n'importe quel village.
Et puis de temps en temps, vous avez des grands joueurs qui font pas. Regardez Benzema, il n'est pas dans l'équipe de France, ce mec est génial, paraît-il. Moi, bon, après, je suis pas une. Mais on sait qu'il est génial. Et ben, il fera peut-être pas la carrière qu'il veut. Et puis, c'est exactement. Il y a des types qui vous font 3 matchs sublimes, que puis d'autres que c'est Pelé. Et puis, de toute façon, toute l'équipe est nécessaire pour gagner. Et quelquefois, celui qui va l'emmener, c'est pas le meilleur joueur technicien, mais lui, il a la pêche. Et c'est Game of Thrones, tu vois. Lui, il change de monde et c'est pas le meilleur technicien du monde. Et en plus, depuis tout ça, en plus, ça l'a paralysé complètement. Il ne peut pas écrire la fin. Mais peu importe, il a changé le monde quand même. Alors, est-ce qu'il est plus grand que machin ou que machin? On s'en fout. Ce qui est important, c'est d'être lucide. Alors, donc, voilà, il n'y a pas cette opposition entre artistes et même fabricants. Je pense qu'elle est aussi entretenue par les producteurs parce qu'elle permet de sous-payer les trimards qui font quasi de l'œuvre de commande, mais qu'on transforme en auteurs et qui après peuvent devenir de bons écrivains, tu sais pas. Et elle permet de surpayer ceux qui sont auréolés du prestige. Et donc, toutes ces. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté... Parce que je lisais des débats là-dessus il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas ça n'a pas aussi une façon de priver les artistes, les créatifs, d'un statut de travailleur, en fait? C'est-à-dire de considérer qu'en fait, un artiste, c'est un artiste, et du coup, c'est une espèce de soit de génie, et le reste, c'est des streamers qui comptent pas, et de jamais considérer qu'en fait, c'est un travail, donc ça demande un savoir-faire, ça demande du temps, ça demande un salaire, enfin un revenu, etc. Et j'ai l'impression que cette vision de, justement, l'artiste un peu sacré, où il y a que les grands artistes, et c'est tout, ça laisse vachement dans la merde, en fait, tous ceux qui sont pas reconnus, qui passent pas sur les plateaux télé, enfin, la reconnaissance de leur travail. Tu vois ce que je veux dire? Il y a... Évidemment, si tu veux. C'est d'autant plus vrai qu'avec ce développement du marché de la culture et du marché du livre, on a quand même fabriqué des armées de travailleurs. Dans le monde d'avant, comment dire, il y avait beaucoup moins d'artistes, ils étaient beaucoup de milieux de sociologie, de milieux bourgeois. Aujourd'hui, quand tu regardes la sociologie des pratiques artistiques, alors dans tous les arts élevés, opéra, danse classique, etc., qui continuent à couvrir des publics très importants au niveau mondial et qui représentent un vrai marché, là, c'est 99% d'origine bourgeoise, voire bien bourgeoise. Quand tu vas dans le livre et que tu gardes par collection, tu vas avoir chez Gallimard, évidemment, une proportion de fils d'ouvriers bien très, très faible, et tu vas en avoir beaucoup plus. Fils d'ouvriers, il n'y en a quasi pas, donc ça, il n'y en a pas nulle part, quasi pas. Et si on prend d'ailleurs la diversité sociologique française, le livre, il est complètement blanc. Les auteurs qui sont, comme on dit aujourd'hui, racisés, ils sont inexistants. Enfin, en tout cas, on ne les voit pas. Il y en a, mais on ne les voit pas. Et on a la première chose, c'est ça, hein, c'est qu'on est dans un milieu, les créateurs, qui est très blanc, et je pense que ça va changer vite, et c'est en train de changer grâce, justement, les enfants des banlieues, ils grandissent, quoi. Et puis, il y a quelques producteurs donc, qui les produisent. Mais c'est ça le premier truc. Après, il n'y a pas d'enfants d'ouvriers, hein, quasi pas, c'est même pas 3% ou 5%, c'est comme à Polytechnique. Donc en France, ils sont virés, les enfants d'ouvriers. Et il n'y a pas Par contre, on a des classes moyennes. On a énormément de classes moyennes, et en particulier des classes moyennes sans propriété, quoi, des petites classes moyennes. Et c'est ce qui fait que la littérature a fortement changé. Mais c'est aussi les classes moyennes qui consomment les produits qu'on a fabriqués, qu'on a produits de façon industrielle, de façon très intelligente. Regardez les éditeurs aujourd'hui, tous les éditeurs sont prêts à faire des bouquins écolos, même s'ils tuent la planète. Ils ne se posent pas une fois la question du nombre de fois où ils prennent l'avion, de l'empreinte écologique des éditeurs eux-mêmes. Est-ce qu'on est forcé de produire autant? Le problème, c'est que quand on est dirigé par le marché, on ne produit pas pour l'intérêt du travail de l'artiste, on produit pour occuper le linéaire. À partir de là, on fabrique des armées de travailleurs précaires qui n'ont pas forcément du talent, disons-le, qui sont là à la pièce, et ensuite, quand on les a produits, il faut s'en occuper. C'est exactement comme les migrants ou tout le reste. Moi, je pense qu'on devrait publier moins.
Moi, je pense qu'on devrait à la fois mieux protéger le statut de l'artiste, parce qu'aujourd'hui, l'artiste, socialement, il fait un métier, il fait un travail, c'est pas un métier, c'est un travail qui est consommé, et donc c'est tout à fait, enfin, qui correspond à une vraie réalité économique, donc c'est normal qu'il en tire les fruits. L'artiste payé par l'État, on a déjà vu, ça c'est pas bien du tout, parce que mais finalement l'artiste payé par les bourses du CNL, c'est un artiste, justement, il est toujours blanc, il est toujours des beaux quartiers, il est jamais black, il vient pas des Minguettes, etc., etc. Donc on oscille entre l'artiste d'État qui est bourgeois et blanc et parisien globalement, enfin de moins en moins quand même, j'exagère, et puis de l'autre côté l'artiste produit par le marché qui est de la chair à canon, possiblement sans qualité. Il est évident qu'il faut qu'on quitte le monde du supermarché. Je dis ça alors que j'aime les pop cultures, hein, donc je sais qu'elles sont vendues au supermarché. Il faut qu'on quitte le monde du supermarché et qu'on arrête de produire autant. On n'a pas besoin de 10 fois le même produit jetable, même dans le livre. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut faire peut-être moins de livres, ou en tout cas pas faire cela, et les faire mieux pour les gens qui les font. Et alors, ça a une conséquence, hein, c'est que mais ce qui est sûr, c'est que les producteurs des œuvres, tu as complètement raison, on surproduit d'un côté du produit industriel et on utilise des mineurs, enfin c'est exactement le mineur au 19e, des mecs qui sont taillables pour web, on s'en fout complètement. Et en plus, on leur dit, mais c'est toi, c'est ton ego qui a décidé de devenir écrivain, moi j'y suis pour rien. Donc maintenant, tu vas en chier mon gars, quoi, ou ma fille. D'ailleurs, c'est plutôt mon gars. Donc c'est une position qui n'est pas tenable. Alors, nous, alors, au diable, justement, au diable par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on publie aussi des auteurs de séries populaires, hein, comme Laurent Well, ou. Enfin, bon, bref, je n'ai pas cité des. Vous raconter le catalogue, sinon on n'en sort pas, mais enfin, quand même, on publie. On aime les auteurs des pop cultures, du plus haut, David Foster Wallace, qui a travaillé vraiment sur les pop cultures comme un théoricien génial, Gaiman ou Gibson, qui est un espèce de poète, jusqu'à un polar de série B qu'on adore, par exemple, Frédéric Poudron, qui fait des polars qui sont des pastiches de western spaghetti mexicains autour de la tauromachie, tu vois, c'est pour te dire que lui, il cumule les contre-cultures. Et on aime ça au diable et cet aller-retour. Dans chaque catégorie, on a à cœur de publier des gens qu'on n'a pas déjà lus, qui apportent quelque chose au truc. D'après nous, c'est un point de vue subjectif, mais quand même exigeant. Et donc, on essaye de jamais surproduire, on se pose toujours la question de la nécessité du livre, et pas d'ailleurs, et pas de son chiffre de vente, parce qu'ensuite, on fera tout pour qu'il se vende s'il doit se vendre. Je me permets une petite anecdote parce que sur le chat, des gens ont cité Michel Gondry et je sais pas si tu l'as vu, Soyez sympa, rembobiner son film, où en fait ils font c'est dans un quartier aux États-Unis et les gens refont les films avec 3 bouts de ficelle, les films qu'ils aiment bien. Et c'est un film vraiment qui met en valeur le fait que une façon un peu associative et populaire de faire de l'art, etc. Et donc je le conseille beaucoup sur la culture populaire, c'est un très beau film. Et en plus, donc je me permets 2 petites anecdotes là-dessus. Gondry, quand il a fait ce film, il a vraiment fait le film avec les gens du quartier. C'est-à-dire vous verrez à la fin du film, il y a tout le quartier qui regarde une projection de quelque chose qu'ils ont fait ensemble, et en réalité c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est vraiment les gens du quartier qui regardent le film qu'ils ont fait, et je précise du coup que comme quoi tout est lié, Michel Gondry est un grand fan de Pif Gadget. Et je l'ai vu dans un documentaire sur Pif où il dit tout son amour. Donc, comme quoi, tu vois, il n'y a pas de coïncidence à ce niveau-là. Merci, merci à Jérémy Perrin, coucou à toi, qui offre un abonnement. Belle référence, on est de la même génération. Donc, et effectivement, c'est une belle référence. Et on voit bien avec son travail que l'exigence. Mais c'est un peu comme ce qu'a fait Ruffin avec ce documentaire génial. Qui n'est pas une fiction, hein, qui est un documentaire, mais merci, qui patron. utilise. Ouais, merci patron. Et qu'il a fait avec des moyens du bord. On a d'autres, de toute façon, ça a été le début du Gonzo. Les premiers films Gonzo ont été aussi réalisés avec des moyens du bord. Rappelle-moi le nom de celui qui a été le premier très gros succès, un film d'épouvante dans une forêt qui était génial. Blair Witch. Blair Witch, c'est ça? Blair Witch Project, qui avait fait
coup de tonnerre. Alors là, effectivement, en France, elle discutait est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art, mais ces jeunes, ils y comprennent rien. Mais c'est vraiment des trucs de. Enfin, la création artistique, mais la génération spontanée à la fois n'existe pas et en même temps, c'est toujours celle qui renouvelle tout, qui change tout. Ce fameux aller-retour permanent entre les cultures populaires ou les cultures de personnes, on va dire, de personnes non autorisées et l'art académique, mais ça commence à Du Bellay et Villon, quoi. Faut relire François Villon. François Villon, c'est vraiment un mal. Ou alors Jehan Rictus, tiens, Jehan Rictus au début du XXe siècle. Alors lui, on l'a republié quand on a commencé à faire de la poésie. Enfin, on a commencé tout de suite, mais enfin, à un moment donné, on a fait une collection, pas vraiment une collection, enfin un format, et on a commencé à en faire plus. Et pour le manifester, on a fait plusieurs livres ensemble et j'ai voulu publier ensemble Oxmo Puccino et Jehan Rictus. Plus personne parlait de son poème qui était tombé en désuétude, Les soliloques du pauvre. Je vous conseille à tous de le lire. Donc vous avez une petite édition poche chez Au Diable à 7 euros, quoi, je crois, enfin, 9 euros, enfin voilà. C'est absolument extraordinaire, c'est le premier rappeur français. Oui, ce gars, il n'est pas black ou noir, hein. Il est rappeur parce que comme tous les rappeurs, c'est pas d'abord, il y a une question de rapport à la musique culturelle, c'est sûr, mais et à la langue et à la diction. Mais enfin, c'est d'abord une question sociale, c'est d'abord la poésie des pauvres. Et lisez Jean Rictus, il vous en donnera la preuve, et vous verrez à quel point les rappeurs français sont des poètes français qui s'inscrivent dans une tradition qui est celle d'une poésie populaire. Et Jean Rictus, donc son défi, qui est né dans la rue d'une famille artiste pauvre, donc qui était rien, quoi. Sa mère à l'hosto, son père pas là, enfin, bref, et une espèce d'orphelin, et qui s'est nourri de la rue, qui a décidé de devenir artiste et de parler, contrairement à Monsieur Zola, qui parle des pauvres, mais dans la langue des riches. Lui, il a décidé de faire de la poésie sur les pauvres dans la langue des pauvres, avec les mots des pauvres. Et donc, lisez-le. Jean Rictus, c'est extraordinaire. Et donc, Jean Rictus, il a été salué à son époque, il a eu un succès fou. Et les surréalistes, les dadas, c'était le début du tournant du siècle précédent. Et tout le monde l'a porté. Tous les artistes de l'avant-garde ou les artistes de l'époque ont reconnu Jean Rictus comme un grand, grand artiste. D'abord, ils étaient humanistes, ils souffraient pour la cause du peuple, donc ce que Jean Rictus raconte, c'est quand même la misère noire du peuple de Paris, et puis l'injustice sociale, et puis tout ça, mais aussi sur le plan, ils ont salué son œuvre sur le plan esthétique et technique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas fait ça aux rappeurs chez nous, hein. Il a fallu 30 ans pour qu'on commence à les regarder, et quand on a dit Oxmo, il dit toujours, on est la première maison qui lui a dit qu'il était poète. Mais alors, c'était quoi si t'es pas poète, Oxmo Puccino, tu vois, c'est un mec qui met des mots. Voilà, donc Jim Morrison, par exemple, on sait qu'il est poète, quoi. Maintenant, ça y est, je crois que c'est reconnu. Mais les rappeurs, non. Alors, il y a des meilleurs poètes que d'autres chez les rappeurs, mais ça, c'est comme dans la vie, c'est notre esprit critique, et puis surtout, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, en quoi les gens se reconnaissent. L'histoire de l'art, elle nous enseigne à un peu de modestie. Il y a moi, une question sur laquelle j'aimerais bien t'entendre. Je vais trouver le livre, je vais mettre le lien sur le chat hein, dont tu parlais. Mais il y a une question sur laquelle je voudrais t'entendre parce que là, toi, tu es en plein dedans justement parce que tu es éditrice, enfin, tu as une maison d'édition. Donc là, tu exposes les valeurs qui t'animent et ce qu'on devrait faire dans la production culturelle. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une difficulté qui est que, effectivement, vous êtes sur un marché, enfin, toute la production culturelle est sur un marché, on vit dans une société capitaliste. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous vous retrouvez coincé aussi avec un truc qui est que les dés sont un peu pipés. C'est-à-dire que si tu fais ce que tu dis là, et ben en fait, techniquement, tu vas moins y gagner financièrement, la maison d'édition va être peut-être moins s'enrichir, etc. Et tu vois, j'ai l'impression que du coup, les dés sont pipés au sens où si on veut appliquer d'autres valeurs, en fait, on est moins concurrentiel. Et je relis ça à Pif aussi, parce que dans la vidéo que je veux faire, une des questions qui est intéressante, c'est qui moi m'a intéressé, c'est que Pif, ça a existé parce qu'il vendait, mais
Des fois, c'était plus d'1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires pour Ouais, Pifis et pour les ouais. pois sauteurs du Les Mexique. pois sauteurs du Et je me Mexique. souviens, les pois sauteurs du Mexique, on en a acheté Et tu trois vois, exemplaires. ça a cartonné. Et en fait, plus tard, le service marketing et vente a complètement pris le dessus sur l'équipe créative. Et paradoxalement, ça les a coulés. C'est-à-dire que Ouais, bah, tu vois, ça les a- donc, tu vois la réponse à ta question. Quand tu laisses le marketing prendre la main, t'es mort. Alors, t'es mort de quel point de vue? Si ton objectif, c'était de gagner plein de thunes, mais encore une fois, le modèle Arnaud Lagardère, Bolloré et du gros groupe est un modèle inconfortable pour la création, et même pour la consommation, et encore plus pour la planète. Pour la création, on a bien vu le statut des auteurs, voilà. Pour la consommation, il y a quand même une surproduction les libraires se plaignent tout le temps, et dont on a beaucoup parlé au moment du Covid, parce qu'elle se voyait d'autant plus. Et ça tue la planète, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Tout produit inutile, tout produit créé par l'homme qui ne répond pas à une nécessité est un produit inutile. Et vous savez, je voudrais vous conseiller un livre de Catherine Fradier qui va sortir en mai, qui s'appelle Et nous aurons aussi l'éternité. Vous verrez plein d'emprunts à toutes sortes de pop culture et tout ça, mais bon, qui nous parle bien de demain, et qui est en même temps un livre assez joyeux, donc ça vous déprimera pas trop. Mais enfin, ça reste en tête ensuite. Elle, c'est un auteur de thriller et de polar, Catherine Fradier. C'est son premier roman qui est à la fois de l'anticipation, de la littérature. C'est un beau roman d'amour à la littérature, en fait. C'est un roman totalement inclassable, mais elle a une description, elle a un cerveau surpuissant et elle a une espèce de description, elle a mis en fiche, elle a fait une synthèse de ce qui nous attend, puisque ça se passe dans 20 ans, 30 ans, qui est assez redoutable par rapport à tout ça. Et donc, la question des... Non, tu as répondu à la question. Le jour où le marketing prend le dessus, Sadoul me répétait ça tous les jours. À terme, t'es mort. Mais quelque part, regarde le résultat du groupe Hachette et enfin Lagardère. Aujourd'hui, la fragilité d'Hachette, c'est d'être filiale d'un type qui est, bah voilà, c'était pas son père et il sait pas gérer et en plus il s'en fout. Et surtout, ce qu'il veut, c'est traire la bête, quoi. Traire la bête. Et quand tu produis de la culture, bah non, c'est pas traire la bête. Si on en vit bien, ça suffit. Et tu sais, je pense que quand même la plupart des éditeurs, en tout cas indépendants, mais même la plupart des éditeurs que je connais, rares sont ceux qui ont fait ce métier pour gagner d'abord de l'argent. Parce que, sauf les patrons qui sont recrutés après avoir fait HEC, etc., et là, qui sont des gens qui pourraient diriger n'importe quoi, des grands, et qui se disent, ah super, je vais aller dans le livre, je vais moins m'emmerder que dans le secteur industriel, parce qu'il y a un supplément d'âme, comme on dit. Euh, et eux, bah, évidemment, ils gagnent énormément. Sauf les patrons de maison, il n'y a plus beaucoup d'héritiers. Aujourd'hui, bon, il y a des gros salaires, évidemment, dans les gros groupes, dans les postes à responsabilité, mais globalement, les salaires ne sont pas suffisants pour que tu fasses de la librairie, encore moins de l'édition, parce que tu veux gagner de l'argent. Tu fais de l'édition parce que tu aimes soit la production culturelle, soit plus, j'espère, la création et le livre. Chez les indépendants, alors, chez les indépendants, quand tu crées une maison, la seule chose que tu prends, c'est des risques. Si tu étais très riche, tu vas perdre. Voilà, c'est-à-dire la différence, c'est que si tu pars d'une fortune ou si tu pars pas d'une fortune, quoi, voilà. Mais tu es plus sécurite quand tu pars d'une fortune. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de gens fortunés qui font de l'édition. Il faut être fou comme Héloïse pour être prêt à la. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est chez Editis. Et donc, si tu veux, les gens qui créent des maisons d'édition, bon, je dis, ils peuvent avoir des mauvaises motivations, hein, mais c'est quand même tellement dur d'y arriver qu'il faut quand même aimer ça. Tu le fais pas pour l'argent. Donc déjà, humainement, même du point de vue des professionnels, l'argent, c'est pas le moteur. Et puis dans la population, il y a quand même énormément de gens qui ne sont pas agis d'abord par le désir de gagner plus. Quand tu fais du blé, tu sais, comme m'a dit une fois Dominique Gauthier, patron du Dilettante, après Anna Gavalda, alors qu'il avait été pauvre comme Job au bord de la faillite pendant 20 ans, puis Anna Gavalda arrive, bon, je l'avais pris pour les poches, on est devenus amis, il m'a aidé quand j'ai créé le Diable à titre personnel. Et je lui avais demandé à cette époque-là, mais Dominique, maintenant ça va, alors tu es heureux, elle était à 300 000 exemplaires, ça s'envolait partout. Et il me dit, tu sais, maintenant j'ai des problématiques de riches, avant j'avais des problématiques de pauvres, et finalement, je ne sais pas celle que je préfère. Mais je pense que j'étais plus tranquille avant. Donc, vouloir gagner de l'argent, je dirais que c'est un métier. La plupart des gens, il ne faut pas croire, tu sais, c'est idéologique qu'on nous dise, ah mais de toute façon, l'homme est foutu parce qu'il veut toujours gagner plus de blé. Mais ce n'est pas vrai.
Il y a plein de gens, ils ont envie de lire plus, mais ils n'ont pas envie forcément de gagner plein de blé, parce que c'est chiant d'avoir du blé. Il faut le gérer, ça rend con, ça rend con. Ça rend parano, ça rend futile, ça tue la planète. Ceux qui tuent la planète, c'est quand même les 5% de type, enfin bon, plus les croisières de luxe. Donc ça, c'est pour réparer sur le fait que y a quand même faut se méfier de l'idéologie qui parle à travers nous. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait la majorité des gens dont l'objectif dans leur vie, c'est de gagner plus. Donc moi, je n'ai pas fait de l'édition pour gagner plus et il n'y a pas un membre de l'équipe qui est là pour gagner plus d'argent. Enfin, gagner un salaire décent, oui, qui progresse avec l'âge et qui fait qu'on est heureux au boulot toute sa vie, oui, mais ça, on se paye maintenant. Alors, les premières années, ça a été plus chaotique. On avait une équipe aussi moins stable. Il faut 20 ans pour faire une maison. Donc, tu souffres 20 ans très fort. Puis après, il y a aussi des actionnaires, hein, puisque nous, notre actionnaire de référence, c'est... Alors, c'est plus rare, c'est même un peu une exception, c'est Vera Michalski et Libella. Et ben voilà l'exemple d'une femme. Son père, il a créé le parc naturel de Camargue et pas mal d'autres dans le monde, après avoir fait fortune parce qu'il était ingénieur, il ne l'a pas fait exprès, quoi, bon, disons. Et il y a aussi des gens qui ont ce souci-là de la création. Alors, ils sont beaucoup plus rares et je pense qu'elle est peut-être même toute seule, donc on a de la chance. Et puis ensuite, de toute façon, là, vu la question politique dans la culture qui se pose à nous, il n'y a pas de solution. Le supermarché, le faire de plus en plus d'argent, réussir comme ça. Moi, les gens qui pensent ça, je leur donne à lire C'est de l'eau de David Foster Wallace. Normalement, ça te répare avec les désirs de fortune, de supériorité, etc. De toute façon, si on ne fait pas ce basculement-là, comment dire, éthique, il ne nous restera plus grand-chose pour parler, quoi, parce que vous croyez qu'on va pouvoir se payer à la 5G on a bientôt, on est en pénurie de palettes. Vous savez, les palettes en bois pour porter les trucs. Oui. Voilà, il y a une pénurie de palettes. On commence à avoir des pénuries de plein de trucs. Mais quand on va avoir une pénurie là, avec 7 degrés de plus, 6 degrés de plus dans 20 ans, et moins de flotte, etc., sans compter tous les, etc., qu'on aura une vraie pénurie de refroidisseurs. Vous croyez qu'on va continuer à refroidir et que tout le monde va pouvoir avoir des boîtes mail avec 50 000 mails et tout ça? Enfin, il y a une chose qu'on ne dit pas sur les datas, c'est que de toute façon, il va falloir être un peu protestant, quoi. Il va falloir se poser la question de nos désirs. De toute façon, ça va... Voilà, donc moi, je crois que le modèle, justement, d'édition indépendante, qui n'est pas là pour gagner de l'argent, mais pour faire vivre ses auteurs, dans une maison comme le Diable, on arrive à vivre correctement de nos salaires, avec une progression sur le temps, avoir des auteurs mensualisés qui sont relativement protégés, enfin, on fait le maximum, dépenser, avoir des charges de droits d'auteur qui sont à 30%, donc qui sont énormes. Alors évidemment, et on est crédible sur le plan, y compris commercial. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est un des secteurs où la taille de l'indépendance, même de l'indépendance un peu, est très crédible. Est très crédible. Bah, c'est super comme réponse parce que tu fais une réponse beaucoup plus optimiste enfin, ça donne un peu d'espoir parce que tu vois pourquoi je dis ça, c'est que des fois on a un peu l'impression que tu vois que le marché en fait tue toute initiative en fait, tue toute alternative parce qu'ils sont plus forts à leur propre jeu. Et tu vois dans le cas de Pif Gadget, moi la vidéo ce qui m'a donné envie de la faire, c'est aussi parce que ça a été racheté il y a pas longtemps, je sais plus le nom du racheteur, c'est un type pété Un de type qui fric. a été élu député UMP. Oui, et ils ont mis à la tête, voilà, ils ont mis Frédéric Lefebvre, qui est un connard fini. Tu vois, enfin, symboliquement, le fait de se dire Pif Gadget, c'est ça maintenant. Je sais pas si t'as vu ce qu'ils font, c'est du bas de Non, gamme, non, mais par contre, c'est lamentable. Tu te dis, c'est ce et journal qui a fait Corto Maltese, c'est vraiment l'exemple de, t'as l'impression que le marché a tout tué en fait. j'ai pas vu et ça a dû être tragique pour les communistes de vendre au pif un mec comme ça. Et je pense qu'il a donné de la thune pour sauver l'humanité et que ça a sauvé l'humanité. Je sais pas, ils pouvaient plus. Ils ont essayé de leur lancer Hmm. 3 fois. Ouais, ouais. Le Et du coup, problème, c'est que les communistes, tu sais, là aussi, il faut. En fait, un poète, Bernard Wargefti, quand j'avais 18 ans, à propos d'un texte quelconque, m'a dit Marion, il faut se méfier. Là, c'est l'idéologie qui parle à travers toi. Et tu sais, l'idéologie parle à travers nous. Il faut vachement se méfier, surtout votre génération.
parce que quelque part, vous êtes dans un monde où le contrôle de la pensée est beaucoup plus élaboré, idéologique, c'est devenu systémique. Quand j'étais jeune, c'était encore un peu folklore, on était dans les années 70. Et là, vous, il faut que vous arriviez à déconstruire en permanence les discours de l'idéologie dominante qui n'ont qu'un seul but, hein, vous désespérer, vous désarmer. Alors, je ne vais pas faire mon Juan Branco, mais si, vous désespérez, vous désarmez. J'ai un fils de 25 ans. Je trouve que votre génération est totalement formidable. Nous, d'abord, il faut savoir que le diable fonctionne sur des piliers qui sont de votre génération et que c'est une vraie génération. Moi, j'attendais cette génération parce que depuis que vous êtes là, le diable, les ventes montent et enfin, on a des gens à qui parler, quoi. Mais en même temps, il y a la faille, votre faille, c'est le désespoir et je le comprends très bien. Hein, et puis nous, on est affligés, les vieux, parce qu'on se dit, mais putain. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la droite, la gauche, les communistes, quand ils se mettent à faire des affaires, en l'occurrence, ils peuvent être aussi des affairistes lamentables. Et ceux qui se sont occupés, excusez-moi, et ceux qui se sont occupés de Vaillant ont été catastrophiques, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué les lois du capitalisme de façon plus étroite et plus caricaturale encore que les capitalistes, et qu'ils ont et puis c'est vrai qu'1 million d'exemplaires, ça te chauffe un peu la tête, quoi, aussi. Mais que du coup, ils ont. Et puis à ce moment-là, on était aussi dans une autre époque politique où le mépris pesait, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils n'étaient plus du tout conscients qu'ils étaient en train de fabriquer, qu'ils avaient entre les mains un trésor sur quelque chose qui allait monter et qui allait devenir un marché. S'ils étaient restés là et qu'ils avaient pu penser à ce que pouvait devenir la BD, mais aujourd'hui, ils seraient riches parce que ce serait une marque. Tu te rends compte que Ragnar le Viking, ça n'a jamais été réédité, que Rahan, il a fallu attendre 20 ans, mais même si on voulait Docteur Justice, je crois qu'il y a eu des pseudo-éditions. Enfin, bon, Docteur Justice, c'était peut-être pas finalement le meilleur, mais Nazi Nodja, c'était magnifique. Et puis Forrest, il a commencé chez Vaillant quand même. Alors, il y a des choses qui ont été rééditées, mais très, très peu. Hein. Très, très peu. Donc, il y avait aussi le Grêlé 713 et Grêlé 713, c'était un récit de résistance. Ouais, chez Vaillant aussi, ouais. Ouais, je l'ai pas revu celui-là, mais il n'y a pas eu d'album, il n'y a jamais eu d'album. Donc, si tu veux, ils ont appliqué des lois du marketing, mais le capitalisme, ils ont même été mauvais parce qu'ils n'ont pas gardé les droits de leurs œuvres. Ils ont pas. Alors, c'est vrai qu'ils étaient un peu tôt par rapport au développement de la BD, mais c'est leur faute dans la gestion capitaliste qui a tué PIF. Parce que PIF aurait pu durer, je pense. Et d'ailleurs, va savoir s'il ne remettra pas de ses cendres, justement, dans 10 ans ou dans 20 ans, quand il y aura un coup de vintage incroyable et qu'on reviendra sur les trucs, va savoir. Et tu sais, il ne faut jamais s'avouer battu. D'abord, ça ne sert à rien. Ensuite, ça déprime. Et puis surtout, c'est toujours ce que l'ennemi souhaite de toi. Et regarde les matchs de foot, hein, je reviens au foot, jusqu'à la dernière minute, ton match, il n'est pas perdu. Jusqu'à la dernière minute, il n'est pas perdu. Et enfin, pour finir, si on ne fait pas comme ça, la vie devient juste pas possible. C'est trop déprimant. Et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, c'est pas la peine de faire tout ce mal à la planète pour en plus pas essayer de. Tu vois, c'est pas la peine. On se couche et on attend que ça vienne, quoi, là, parce qu'on est des prédateurs et pire que des termites, quoi. Donc en fait, notre seule solution, c'est d'y croire. Et quand quelqu'un nous dit faut pas y croire parce que c'est impossible, enfin, les gens bien sont beaucoup plus nombreux que ceux qui profitent. Hein. Ça, c'est une règle vieille comme le Pitouchou, hein, Spartacus, forever. Et regarde en plus les histoires qu'on mange depuis 30 ans quand même. On ne raconte que des histoires de héros qui sauvent le monde, inventées par l'Amérique. Moi, je pense qu'il va y avoir un effet boomerang. Et tu disais là que tu constates qu'il y a un nouveau public qui arrive. Là, tu t'en parlais pour le diable, là, toi, parce la première fois qu'on s'est parlé, quand on a fait une visio, on a eu une discussion sur le fait de... Est-ce que ça s'était amélioré, justement, la vision de la culture populaire, la vision politique, etc. Et moi, j'avais pas d'éléments de comparaison, évidemment. Et forcément, tu sais pourquoi tu n'as pas d'éléments? Parce qu'on ne se voit jamais. L'artiste qui produit, l'écrivain qui écrit, le sportif qui fait un truc, par définition, il est dedans, il ne se voit pas. La chose qui arrive, c'est vous.
c'est vous et tes auditeurs de 30 ans, là, et toi, et Twitch. Alors, c'est dialectique parce que ça tue la planète, tous ces écrans, tous ces machins, Twitch, ça doit pas encore. Bref, mais enfin, en attendant, c'est quand même des éléments, c'est des interstices dans ce système du marché. Regarde les réseaux sociaux, c'est vraiment l'exemple. Grâce aux réseaux sociaux, nous, on fait des économies de marketing pas possibles et on communique autour de nos titres. Et là, on est même en train, depuis le Covid, ça nous a donné une vraie direction, c'est-à-dire qu'on est en train de la presse qui fonctionne en aquarium à Paris. Et en fait, on s'en fout maintenant. Et donc, on fait des économies monumentales parce qu'on s'occupe plus d'eux, sauf les 2-3 personnes qui nous intéressent. Et idem pour pas mal de choses, de dépenses. Notre empreinte écologique s'en porte mieux, nos horaires de travail aussi. Et donc, si tu veux, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est vous. C'est-à-dire que là, le diable, depuis. Alors, c'est vrai qu'on a 20 ans depuis 2020 et que Paul Otsakowski-Laurence, qui a été un de mes modèles, en fait, c'est un peu des maisons comme ça. Moi, je voulais appliquer des maisons comme ça à une maison qui travaille sur les pop cultures. Voilà. Et donc, c'est quand même un vrai exemple, y compris dans sa liberté. Il m'a toujours dit je publie les livres que mes auteurs écrivent. Donc, si c'est de la BD, c'est du machin, je m'en fous, moi. Je suis un artiste. Et donc, nous aussi, on va partout, nos artistes nous entraînent. Et donc, Paul, ce modèle-là, en fait, qui est je pense que c'est vraiment un contre-modèle qui est capable de prendre un peu le système à son propre jeu en utilisant tous ces interstices. Les choses, elles sont toujours dialectiques. Donc, à 20 ans, lui, il disait, il faut 20 ans pour réussir. Donc, peut-être qu'on réussit aussi parce que ça va bien, parce qu'on a 20 ans. Mais quand je vois les auteurs qui se vendent en ce moment, et pourquoi, et à qui, les réseaux de librairies, etc., et qui nous demandent de parler, ben, je sais bien que c'est les jeunes. Et de toute façon, ça fait belle lurette aussi. Quand j'ai créé la maison, bon, donc je suis née en 60, donc imaginez, j'ai 60 ballets. Pour moi, le rock'n'roll, le punk à 17 ans, c'est ça qui m'a ouvert l'autre fenêtre, la BD à 23. Enfin, vous voyez, pour moi, tout ça, c'est des cultures naturelles. J'ai grandi avec elles. On était la première génération, mais je ne suis pas la seule quand même. Eh bien, ces cultures-là, dans ma génération, ça représente un lectorat hyper limité. Et ça fait belle lurette que j'ai compris avec Le Diable Vauvert que ce n'était pas avec les quarantenaires et les cinquantenaires et les gens du livre de cet âge-là qu'on allait y arriver. La librairie, c'est maintenant qu'elle nous commande. C'est en ce moment que les librairies, en particulier indépendantes de niveau 2, sont en train de vendre des caisses de nos romanciens, de Octave Butler, s'intéressent à la SF, lisent notre poésie, foncent sur nos premiers romans avec curiosité. Il y a 10 ans, moins. Hein. Culturellement, on n'était pas... et surtout, alors qu'on n'a pas plus de prix littéraires, de reconnaissance institutionnelle, nos livres tombent toujours un peu à côté de la plaque. On sort un premier roman de la rentrée littéraire, zéro critique institutionnelle, mais ceux qui s'enthousiasment, c'est Bec BD et Daniel Pénac. Donc tu vois, c'est pas un hasard. Les deux, un peu transgressifs de la littérature, parce que Pénac, son premier roman, c'était pareil, c'est un des premiers, tu parlais de l'oralité, ben voilà, il y a Daniel Pénac aussi dedans. Donc si tu veux, la différence en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une rencontre entre une génération de lecteurs trentenaires, enfin jeunes, et puis un éditorial qui est là depuis maintenant 20 ans, et qu'on désespérait de... Neil Gaiman, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu un dieu pour les 30 ou les quarantenaires. Dans ma génération, quand je dis Neil Gaiman ou William Gibson à des gens lambda, ils ne savent jamais de qui je parle. Et même Irving Welsh, je me souviens Irving Welsh. Quand on arrive, je le présente à France Culture, c'était en 2005 ou 2007. Et on reprend Irving Welsh parce qu'en fait, son éditeur français ne publiait plus ses livres. Il publiait que les grosses ventes. Et puis le reste, il n'en voulait pas, donc ni le fond, ni rien. Et donc l'agent vient nous voir et nous propose ce livre. Et je lui dis, bah, évidemment, Irving Welsh. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais créé la maison, je leur avais dit, voyez, Irving Welsh, Trainspotting, voilà le genre d'artiste qui est exactement ce qu'on aime, quoi. Et elle vient me proposer Irving Welsh, et donc on a repris toute sa backlist, on a refait traduire Trainspotting, etc. Irving Welsh, en 2002, quand j'ai dit à France Culture, ou 2005, Irving Welsh, le grand écrivain, etc.,
et que j'ai montré Trainspotting, la chroniqueuse, dont je ne dirais pas le nom, qui était gentille, sympa, mais qui avait 50 plus que moi, m'a dit, mais Marion, mais Trainspotting, mais c'est un film pour droguer. Et là, je lui ai dit, mais non, c'est le nouveau Zola, vous savez, en fait, avant, ils buvaient, puis maintenant, ils prennent de la dope, mais c'est le même désespoir social. Elle m'a regardée comme si, alors d'où la réputation d'iconoclaste, dans ma génération, c'était no way. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils étaient trop bourgeois, cette génération, ou alors ceux du livre, ou j'en sais rien. Voilà, donc si tu veux, et je ne sais pas pourquoi les cinquantenaires ne lisent pas non plus... mais enfin, c'est votre génération qui est en train de porter tout ça. Et Crépuscule, ça a été porté aussi beaucoup par votre génération. Et tout ce qu'on fait, c'est votre génération. Donc moi, c'est vous, le Messie, quoi, ce que j'attendais. C'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est la jeunesse. Mais regarde, de toute façon, la bonne nouvelle du monde en ce moment, c'est la jeunesse qui se manifeste, qui commence à se manifester. Et c'est beau ce que tu dis. Mais ça me fait penser, du coup, tu le constates aussi dans la génération d'auteurs, parce que ici, un des premiers lives qu'on a fait ici, d'ailleurs, on avait reçu Patrick Doudnay, que tu édites, qui a mon âge. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'avec une maison d'édition qui a 20 ans, toi, tu vois arriver, en fait, des auteurs et des autrices qui ont lu, enfin, qui, justement, avaient été gamins ou ados quand t'éditais. Moi, par exemple, Gaiman, j'ai connu par American Gods, qui était édité chez toi. Et voilà. Est-ce que tu as une génération d'auteurs aussi et d'autrices que tu vois arriver? Bah déjà, oui, Doudnay, tu vois, ça c'est sûr. Pour moi, c'est le. Bon, alors j'ai pas tout lu, d'accord, mais quand même, j'en ai lu. Puis surtout, je vais regarder ailleurs aussi pour pas. Franchement, enfin bon, je crois que tu es assez fan aussi, mais je pense que c'est vraiment l'archétype même du très grand écrivain de fantasy mondial. Il retourne tout et une qualité, enfin, c'est sublime. Peut-être que d'ailleurs sa double origine franco-anglaise n'est pas pour rien, hein, sans doute. Mais voilà, donc lui, bien sûr, on voit arriver des gens. Tu sais, je vais revenir à Paul et ses 20 ans, hein, mais je me rends compte que le temps, parce qu'au début, moi j'ai cru que l'affaire, elle était faite en 5 ans et que le diable, ça allait être comme ça, parce que les pop cultures allaient être comme ça. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit, Marion, vous allez vous enfermer dans une niche, les professionnels de l'édition. Faites attention à ne pas vous enfermer dans une niche. Tu sais, dans les rayons de librairie, on nous mettait au fond dans Nouvelle Voix ou Avant-Garde, etc. Toujours un peu vrai, hein, mais voilà. Et en fait, ça a mis longtemps à monter. C'est-à-dire que Butler, son livre, il est sorti, il a été écrit il y a plus de 20 ans quand même. Et Gibson, pareil, 84, nos romanciens. Et c'est aujourd'hui que ça fait un carton. Si tu veux, je me rends compte que le temps qu'il faut pour que les idées germent et qu'elles se transmettent, c'est long, quoi. Et qu'en fait, le temps est notre allié. Donc, si tu veux, moi, je pense que autre très grand, mais j'en suis sûre, mais ça, j'en mets mes deux mains coupées, il y a Patrick Doudnay, il y a Christophe Siebert. Hein. Christophe, je suis ses lettres poétiques construites depuis, je crois, 2002, 2003 ou 2005, enfin, et il a écrit Fabrication, petit fascicule gratuit que je peux vous envoyer sur simple demande, Fabrication d'un écrivain, où il raconte ce que c'est qu'un écrivain autodidacte qui sort de l'underground. Ben, il lui a fallu 15 ans pour se faire, pour nous envoyer un texte, etc., que la rencontre se fasse alors qu'on se connaissait. C'est vraiment, il y a des auteurs du diable qui l'ont bouleversé quand il était gamin. Et tu vois, c'est toujours la même histoire. Moi, ce qui m'a bouleversé quand j'avais, d'ailleurs en SF, Planète des singes, je regarde le temps qu'il a fallu pour que la planète des singes devienne ce que c'est. Moi, je l'ai lu à la sortie et ça a été une claque. Je l'ai lu 2 fois, aussi bien sur le plan d'ailleurs romanesque. Tiens, on peut faire ça avec un roman alors, te retourner comme une crêpe sur la dernière page. Enfin, c'était un de mes livres. Jules Verne aussi. Mais en fait, les comics, reparlons des comics, 16-17 ans. Regarde le temps qu'il a fallu pour que ça devienne les grandes références mondiales. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, mon père qui m'engueulait, qui s'inquiétait de moi à 18 ans parce qu'au lieu de préparer, ou à 20 ans, au lieu de préparer sérieusement Normal Sup, que je n'ai pas passé parce que je ne voulais pas être à Normal Sup, mais tu vois, parce que lui aussi, c'est lui aussi qui a insufflé, pas seulement Zola, ce côté, moi, je ne voulais pas aller chez les bourgeois non plus, tu vois. Je ne voulais pas devenir un produit formaté comme les autres, parce que mes origines, donc plus le punk là-dessus et tout, et la BD, donc
Aujourd'hui, tu te rends compte, même des communistes peuvent m'inviter à parler devant lui qui a 87 ans de justement la différence entre art et culture, et en parlant des pop cultures. Alors là, tout d'un coup, je sors pif, tu vois, puis je sors les comics américains, et puis je sors les dernières conneries qui passent. Par exemple, voilà, on peut discuter voilà, la fin de Game of Thrones, ou est-ce que Wonder Woman est une dope pourrie ou non, ou est-ce qu'on le regarde quand même. Enfin, tu vois, voilà, des débats. Il ne comprend pas. C'est le temps qu'il a fallu. Donc, si tu veux, les œuvres de demain, bien sûr qu'elles se font en même temps. Et même pour nous, maintenant que le jour où Butler a explosé, et Patrick étant maintenant bien installé, pour moi, la question, ça a été la prochaine Butler. Et tu vois, Christophe Siebert, lui, je sais que c'est un prochain, oui, il a la stature d'un très grand Français, sauf que vu ce qu'il écrit, il va falloir 20 ans, parce que là, il va falloir que vous soyez plus grand en plus, tu vois. Parce que c'est peut-être les plus jeunes, je ne sais pas, mais enfin, donc il y en a qu'on voit, bien sûr. Là, tu vois, enfin bon, il y a plein d'auteurs qui sont en gestation et en travail. Bon, par contre, ça se fabrique assez lentement, un auteur. C'est-à-dire qu'un auteur qui démarre innocent aux mains pleines se retrouve, c'est-à-dire qu'il va très vite, comme Nicolas Ray, sur un premier roman à 20 ans, qui connaît le succès et qui fait tout de suite quelque chose de formidable. De toute façon, il aura derrière les années de doute, de travail, etc. Un auteur, ça se fabrique quand même. Et je ne parle pas des années de l'enfance, que tu écrives ou pas, jusqu'au moment où tu commences à écrire, en général à l'adolescence, il y en a c'est plus tôt ou un peu plus tard. Toutes ces années-là servent, et même si elles n'ont rien produit. Et ensuite, quand le travail commence, globalement, il faut 10 ans. Mais il faut aussi 10 ans pour fabriquer un professionnel de l'édition crédible, hein, quand même. C'est comme le... Donc le temps, il ne faut pas avoir peur du temps. Ça aussi, c'est un présupposé idéologique, parce que le temps est notre allié. Alors, je pensais un peu de façon théorique avant le diable, mais là, chaque jour qui passe nous renforce. Et on n'a pas varié d'un iota nos choix. Et même peut-être qu'on est, tu vois, il y a des auteurs qu'on nous grappille à droite à gauche parce que quand ils commencent à avoir un peu de succès, bon, on a. Après, quand tu me disais tout à l'heure, est-ce que quand on est indépendant, on est fragile? Gallimard m'a posé la même question dans une émission de radio à la création du diable. Mais enfin, Marion, vous n'avez pas peur de faire le petit poisson pour les gros? Non, non, moi je pense que le seul modèle écologique, celui qui est crédible, celui qui est sain, c'est pas le méga groupe. Même si son groupe indépendant est très beau, mais justement c'est compliqué, il doit en savoir quelque chose, y compris de le garder jeune et indépendant, parce que quand on a les banques machin, est-ce qu'on est si indépendant? Et on verra à la prochaine prise de question. Deuxièmement, ton rôle quand tu es indépendant, c'est d'être créatif. Donc c'est sûr que c'est vachement dur de perdre des auteurs quand tu te les fais rafler parce que tu n'as pas de prix littéraire ou qu'ils veulent plus d'argent, non, parce qu'on dégage autant d'argent que les majors. Mais c'est en général pour des questions aussi, ils sont à Paris tous, enfin tu vois, il y a une drague terrible. Et puis il y a des collections faites pour ça. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on perd quelqu'un, ça fait de la place au nouveau, premièrement. Que deuxièmement, on a choisi la taille où on voulait être créatif. Et donc c'est dur, mais ça t'oblige à le rester. Et que ça sera l'inconvénient. Mais que ce n'est pas une malédiction, parce que tu peux payer autant que les gros. Et on paye autant que les gros, même mieux, parce que nous, on s'occupe vraiment de nos auteurs. Et je me tiens vraiment au courant des avaloirs. Jamais on est même, des fois on paye mieux. Parce que moi, ce que je pense, c'est que si on veut être attractif, faut être meilleur, donner plus d'informations, avoir un vrai lien, donner plus d'argent. Et donc voilà, et donc c'est ce qu'on fait. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi on disparaîtrait. Ensuite, si tu veux, il y a la transmission. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, moi, le jour où je ne suis plus là, dans 10 ans, est-ce que l'équipe est autonome? Est-ce que ton actionnariat te le permet? On va dire pour l'instant oui. Et puis après, de toute façon, c'est la même chose. Si tu ne transmets pas et que tu meurs, eh bien, écoute, quelqu'un d'autre t'aura servi d'exemple. Et quelqu'un d'autre prendra les trucs. Et après, si ton fond est costaud, tu ne mourras jamais comme ça en perdant les auteurs. Mais par exemple, on signe des contrats limités aux auteurs. Ça veut dire que le jour où le diable, par exemple, demain, je passe sous un bus en traversant la rue, le diable ne s'enlève pas,
Ce qui m'étonnerait, hein, là. Vraiment, aujourd'hui, je pense que je peux mourir tranquille. Mais Pas trop vite, hein, quand même, pas trop vite. admettons que le diable ne s'en relève pas. De toute façon, on a des contrats qui sont limités dans la durée. Parce qu'on pense aussi au diable que c'est l'auteur qui doit être propriétaire de son œuvre sur la durée, parce qu'il est plus fiable qu'une société anonyme. Et on ne signe pas de contrat de préférence. Ça veut dire que même si la maison s'écroulait demain, il n'y aura jamais un auteur au diable. Tout a été prévu pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Alors ça, c'est peut-être... C'est pas, moi, j'ai été très consciente de ça quand... parce que j'ai vu beaucoup de faillites autour de moi, etc. Puis j'avais Ayardal comme auteur aussi. Mais on a eu des années très difficiles et on a eu du mal à payer les droits et les salaires à date. Et quelquefois, on a été en retard. Enfin, on n'a jamais essayé, on a toujours mis en retard ceux qui étaient les plus riches, hein, jamais les auteurs. Mais enfin, bon, quand même, on était en retard. Et Ayardal, malgré l'amitié, il mettait la rage haute. Et j'ai pris conscience avec lui. Il m'a dit une fois, mais tu sais, les indépendants qui sont pleins de bons sentiments et de bonnes intentions, puis qui ne peuvent plus payer leurs auteurs, mais comme ils ont un projet formidable, on les laisse ne pas nous payer. Ça, c'est terminé. Parce que, et c'est vrai, il ne peut pas y avoir un pari d'ego. Toi, tu dis, je vais réussir, et puis si tu ne réussis pas, les autres sont plantés. Et ça, je pense que les indépendants peuvent aussi en avoir conscience. Moi, le diable, on ne plantera jamais personne parce qu'on s'en est occupé avant, on va dire. Donc, sur ces modèles-là, je pense que c'est des modèles très satisfaisants pour l'humain et que ça peut ne faire que des émules. Et que les autres, Arnaud Lagardère, ce n'est pas un modèle satisfaisant pour l'humain. Désolé. Et donc, je ne vois pas, mais si les livres qu'on vend ont bien été lus par tous ces gens-là, ça ne peut pas fabriquer des humains qui se projettent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... l'humanité n'est pas perdue par avance, quoi. Il y a plus de victimes que de profiteurs. Donc, je ne vois pas comment les victimes peuvent avoir... Tu vois. Ouais, très bien. Ça fait plus d'une heure et demie, je suis en train de voir, donc je dis que j'allais te libérer. Est-ce que je peux te poser juste une dernière petite question, parce que quelqu'un en parle sur le chat et t'en as parlé dans notre discussion. Donc là, vous ressortez Le Neuromancien de Gibson, avec une nouvelle traduction. Du coup, pourquoi une nouvelle traduction? Quelqu'un a demandé ça, parce que c'est quelqu'un dont la première version était tombée des mains, donc c'était une chance de vendre un exemplaire. Et je pose la question aussi pour un autre truc, parce que j'ai un pari avec un copain qui était sur le chat tout à l'heure, je sais pas si t'es toujours là, Jeanne. On a un pari sur est-ce que le cyberpunk va revenir? Oh, il est en train de revenir, hein. Mais et s'installer, parce que tu sais, il y a eu le jeu cyberpunk, etc. Il y a un petit truc, est-ce que ça va rester? Oui, moi je crois, parce que regarde, le geek, aujourd'hui tout le monde est geek. Alors qu'est-ce que c'est d'être cyberpunk? C'est d'être conscient que le monde du geek est un peu destroy, quoi. Écoute, franchement, entre les dystopies, enfin, tout le monde est geek dans votre génération, si t'es pas... C'est même, votre problème, c'est même, est-ce qu'on n'est pas un peu trop accro? Est-ce qu'on n'est pas... Je pense que c'est ça la question qui monte. C'est notre indépendance par rapport à tout ça. Effectivement, quand on voit qu'on passe 8 heures par jour, 5 heures par jour, 4h30 par jour, en plus de nos vies professionnelles sur les écrans, puis bon, toutes nos relations sociales, etc. Et puis le contrôle d'Amazon, etc. Donc la vraie question, c'est plutôt est-ce qu'on ne va pas être complètement finalement vampirisé par tout ça et dépendant de tout ça? Mais non, on y est. On est évidemment, voilà, on est dans le monde des geeks et on est dans le monde du punk, hein, bien sûr. La vie, elle n'est pas drôle. Enfin, on est en pleine crise de Covid. Il y a déjà 100 000 morts en France, c'est-à-dire plus que la guerre d'Algérie. Attends, et au Brésil, c'est dramatique. Et les équilibres derrière, c'est dramatique. Est-ce qu'on voit des vaccins? Vous pensez qu'on est dans le pays où Pasteur a inventé le vaccin contre la rage et l'a immédiatement rendu public, donné dans le domaine public? On est le pays de Pasteur, nous? Non, on est le pays de Macron, là, et des autres. Ça ne va pas du tout. Et de ce monde-là. Donc, on est en plein... les punks, ils étaient en rébellion face à des choses qui leur paraissaient pas croyables et qui étaient le début de la crise, le début de tout ça. Et aujourd'hui, tout ça, c'est pas le début, là, ça y est, c'est quasi trop tard, quoi. Gibson, lui... Enfin, donc on est en plein cyberpunk. Et en plus, on va aller très très vite sur le plan des avancées technologiques. Ça y est, les robots domestiques, c'est bon, les questions de survie, c'est bon.
l'homme augmenté, les mecs, ça y est, ils se font déjà faire tout ce qu'il faut dans leur. Les gars, ils rachètent l'Alaska, je vous rappelle, on est dans Bassigaloupi, ils rachètent l'Alaska là en ce moment. C'est le prochain or noir où on mettra de l'élevage, etc., quand la mer aura monté de 3 mètres dans 30 ans. Donc on est complètement dans le noir, le punk et les geeks, bah, vous êtes dans les interstices. Alors vous êtes à la fois les soldats, voire les valets, et en même temps vous êtes les porteurs de germes nouveaux dans les interstices, les résistants et tout ça. Donc ça, l'actualité bien sûr, c'est notre histoire. Après, il y a peut-être des gens, évidemment, aujourd'hui le cyberpunk c'est presque une culture de la rébellion, quoi, en tout cas de la critique. Et ça veut dire que la réplique idéologique va évidemment se faire sentir. Mais enfin là, ce qu'on voit monter quand même, c'est des protestations de toutes parts. Le risque, à mon avis, c'est le dogmatisme dans la protestation. C'est le jour où on pendra le gars qui aura peut-être mis une main au cul de quelqu'un, le risque, c'est le dogmatisme et la dictature. C'était déjà le risque au moment de la guerre froide, et on a reproché ça aux communistes, mais moi j'ai vu l'évolution j'ai vu le stalinisme, j'ai vu tout ça, hein, et je pense qu'on peut être stalinien, que les mouvements de rébellion peuvent le devenir très facilement. Donc c'est plutôt ça le risque, c'est-à-dire comment penser la transformation. Et après, pourquoi avoir retraduit Gibson? Je vais essayer d'aller plus vite. Vas-y. Tout simplement, donc, neuromancien, en fait, l'année où je suis arrivée chez J'ai lu en 87, Sadoul venait de l'acquérir pour J'ai lu. Il était paru dans cette maison d'édition qui a eu une vie brève et qui était dirigée par Patrice Duvic, et le nom va m'échapper, comme dans le Sagittaire, je crois. Et donc, et je lis ce texte et il me dit, lisez ça. Et là, je prends une claque parce que on était donc en 87. Enfin, imaginez de lire ça en 87, il n'y avait pas d'ordinateur encore. On n'avait que des machines à écrire et des fax. Et enfin, c'est comme Blade Runner. À cette époque-là, je découvre Dick aussi et tout ça. C'est une méga claque. Moi, j'attendais ça. Et justement, des œuvres pas académiques dans une langue d'aujourd'hui, etc. Et la langue, elle était tellement d'aujourd'hui que ce livre était intégralement en argot. Donc j'adore ce bouquin et je reviens enthousiaste chez Sadoul, lui disant mais c'est génial, mais qui c'est ce mec, mais c'est un chef-d'œuvre, mais j'adore, mais c'est formidable. Et puis alors la langue, elle est trop réelle, c'est comme on parle, c'est bien, c'est super. Et il me dit, Mademoiselle Mazouric, désolé de doucher votre enthousiasme, mais le livre est effectivement un grand livre, mais alors la traduction française n'a qu'un très lointain rapport avec le texte original. Et c'est donc, vous l'aimez peut-être, mais c'est une mauvaise traduction. D'accord. Ah bon, Lydie, je vois qu'il avait adoré la traduction d'un très bon traducteur des années 70, mais du coup qui parlait grossièrement. L'argot, ça a été une conquête des intellos de gauche, des classes populaires, issues des classes populaires ou moyennes. Moi, mes parents, ils disaient chiant, ils disaient des trucs comme ça, du coup, j'ai parlé comme ça. Et c'était aussi une marque de... Bon, évidemment, je vais encore faire référence à Bourdieu, donc vous en aurez marre, mais c'était évidemment... Hein, vous n'en avez pas marre, bon, ça Non, va. ça va. On a l'habitude. Évidemment, ces milieux-là, on parlait argot. Et au contraire, et les femmes, surtout, elles commençaient à parler argot, à dire des gros mots. Enfin, on était féministes aussi. Bref, donc je retiens que cette traduction est très mauvaise, dit de Bonnefoy, qui était pourtant un très bon traducteur. Et en fait, elle n'a pas cessé de vieillir. Elle n'a pas cessé de vieillir, même si elle était sympa. Parce que ce n'était pas une mauvaise traduction au sens technique. Sauf que le traducteur a fait un choix qui était celui de son époque et pas celui du texte. Et donc, je découvre ensuite, en continuant à publier Gibson, et surtout que, en fait, ce n'est pas du tout sa langue. Et qu'en plus, je rencontre Gibson, qui m'explique que lui, il n'est pas du tout cyber, encore moins punk, que bon, c'est vrai que au début, ça l'a beaucoup énervé quand on disait le père du cyberpunk, puis qu'il a fini par s'habituer en se demandant un peu pourquoi ça lui était tombé dessus, lui qui sait à peine manipuler un ordinateur et qui a des visions poétiques. Et bon, maintenant, il a compris. Univers futuriste décadent, plus... alors évidemment, il venait d'un milieu des classes moyennes, donc il parlait dans la langue de...
mais sont une langue orale américaine, mais en même temps, c'est pas d'abord des dialogues, et c'est une vision très poétique, c'est des récits très lacunaires, qui travaillent beaucoup sur l'ellipse, et surtout, il a des visions, c'est un écrivain de la vision. Je ne sais pas, on va rééditer Identification des schémas, lisez le début, mais tous c'est pareil, on rentre dans une ville, on voit. Et quand on regarde ces descriptions, c'est des descriptions poétiques. C'est pas il y avait un carton sur la droite, il y avait un truc à gauche, les immeubles étaient comme ça, etc. C'est pas du tout ça, Gibson. C'est que des évocations. Et effectivement, la traduction, elle correspondait juste pas au texte. Donc en fait, l'idée, alors après, pourquoi le retraduire? Parce que tout simplement, comme pour Butler, moi ça fait quand même, bon, c'est des écrivains que je considère comme très hauts. Pour moi, La parabole du semeur, il est dans mon top 10, c'est un choc personnel majeur, en plus c'est un texte de femme, par rapport à la foi. Enfin, voilà, donc c'est deux textes qui sont des grandes références. Et il faut savoir qu'on les a publiés, enfin on a publié Gibson, on a tout de suite dès 2002, Butler aussi. Et puis que de 2002 à 2000, là, qu'on retraduise, quand même, les ventes étaient catastrophiques. Ah ouais. Qu'en plus, tout le fonds Gibson avait été abandonné par J'ai lu petit à petit parce que les ventes étaient trop faibles. Que l'ASF, pendant 15 ans, ça se vendait 10 ans, ça se vendait plus, il n'y avait plus que de la fantaisie. Qu'en plus, c'est une ESF finalement assez intello. Et que on était dans une époque où il n'y avait plus de grand format dans les rayons SF. Donc en poche, plus de Gibson. Bref, et Butler totalement oublié. Et la belle histoire, c'est que. Et donc, en fait, on a décidé de remettre en avant en septembre, monter votre génération, quoi, il y a 5 ans. Et on a travaillé à l'avance. Et j'ai fait un gros plan pour les deux auteurs, d'ailleurs, un gros plan d'acquisition de tous leurs fonds avec un plan de publication sur 3 ans, et plein de bouquins. Mais j'aurais jamais imaginé. La chance, tu vois, c'est la sortie du jeu Cyberpunk. Ouais, Et moi, ouais. je pense que la bonne surprise, c'est qu'en fait, vraiment, il y a une nouvelle génération geek punk qui est en colère et qui a besoin de ces textes-là, ou qui est inquiète, ou qui est complètement en phase, et que les deux phénomènes se sont nourris. Et qu'une nouvelle. Alors, on voit bien sur les réseaux sociaux, il y avait tous les anciens lecteurs de Gibson, il y avait quand même tous ceux qu'on avait entendu parler, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de lecteurs, d'utilisateurs du jeu, qui se sont dit, ah tiens, parce qu'ils aimaient beaucoup le jeu, je vais aller voir l'origine du truc par curiosité, par plaisir, et qui ont découvert Gibson à cette occasion. Mais enfin, il n'y aurait pas eu le succès de Cyberpunk s'il n'y avait pas quelque chose. Les succès, c'est jamais déterminé par une grosse campagne marketing, hein, il faut qu'elle rencontre un public. Donc ça, pour moi, ça c'est un des indices qu'il y a de l'espoir parce que tout converge, quoi, si tu veux, les mouvements de. Mais forcément, quand les jeunes, forcément, qui peuvent que se bouger, quoi, et s'interroger et passer derrière. Et puis les réseaux sociaux vous ouvrent aussi l'intelligence pas mal, l'intelligence critique. Regarde tout le monde, ce que tu fais toi, tu vois, tout d'un coup, ça appartient plus à la télé. Et d'ailleurs, on n'a même plus envie d'aller les regarder tellement c'est nul. Et donc, si tu veux, ça vous place en situation de réfléchir le monde. Et toi, tes auditeurs, tout le monde. Donc, si tu veux, il y a une vraie dimension critique qui se développe. Et puis après, vous êtes les enfants d'une génération qui est la nôtre un peu, hein, et celle d'après, qui est de bonne génération. On a lu des trucs et l'air de rien, ça aussi, ça traverse. Tu vois, pif, c'est dans le patrimoine, c'est le mien, mais c'est le vôtre. Regarde. Et toi, tu t'appelles bolchevique, hein, je te rappelle. Moi, je me suis pas. Enfin, tu vois, nous, on a juste Au diable ouvert. Toi, c'est bolchevique, c'est un nom un peu. Qui joue sur l'idée de révolution. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bah écoute, très bien, merci beaucoup. Je vais te libérer, t'es resté un peu plus. Donc c'est très gentil de ta part. Non, je suis un peu désolée de vous avoir fait des réponses si longues parce que j'espère que j'ai pas trop endormi tout le monde. Non, non, je pense pas. Enfin, le chat, ils me diront, mais je pense que moi, justement, c'est ce que j'aime bien, hein, c'est de pouvoir donner la parole à des gens et qu'ils aient le temps tu vois, d'expliquer, et que justement pas comme à la télé et être coupé en permanence et juste pouvoir sortir que 2 phrases et jamais pouvoir développer un propos. C'est quelque chose qu'on peut faire ici sur Twitch, donc je trouve que c'est mieux comme ça. C'était top, les gens te disent passionnant, c'était très bien, c'était vrai, super. Merci Voilà, donc beaucoup, ne t'inquiète pas. Et merci beaucoup à toi. Non, mais merci à moi à vous tous d'avoir qu'on ait pu parler d'un sujet pareil qui est quand même voilà comme quoi, vous voyez les choses qu'on fait dans son enfance, même coupable,
en général, vont nous mener très loin parce que Oui, et 2 puis il y a heures des sur bonnes choses. 6, formidable. Très On bien. en a peut-être pas parlé, mais bon. Et tu reviens quand tu veux, si tu veux parler de littérature sentimentale, d'histoire, comment tu as dit, roman d'amour. De roman d'amour. Vraiment, c'est des moments sentimentaux. Voilà, roman sentimental. En plus, il y a la petite voix qui est la personne, ma complice sur la chaîne qui connaît bien le sujet apparemment. Donc, Très bien. je t'en reparlerai alors. Du coup. D'accord. Et ben à très bientôt, très bonne soirée. Merci à tous et bonne soirée. Ciao. Ciao. Hop, je coupe ici. Et voilà. Donc c'est bon. Il faut que j'enlève ce texte là parce que ça feinte. Ça a remis la musique ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Ok, Glop Glop. Voilà, ça, voilà, il y a des gens qui connaissent Pif. Qui est-ce qu'on raid? Avant que j'aille m'écrouler dans mon plumard. Qui est-ce qui est dans le coin? Ah, mais je suis pas connecté sur ce compte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que je peux pas raid avec Streamlabs, hein. Évidemment. Du coup, comment je fais? Je n'arrive plus à me connecter à mon tableau de bord. C'est un problème. Voilà, c'est bon. Vous me dites qui? Glitch Norris, c'est ça? Je connais pas. Angle droit, on l'a déjà raid. Glitch Norris, qu'est-ce qu'il fait, copain? Boulet. Boulet, on l'a jamais raid, je crois. Jérémy, encore, merci beaucoup. D'ailleurs, ah oui, alors merci beaucoup Jérémy pour ton 9e mois d'abonnement. Merci aussi à Mellowcake pour les 100 bits. Hein. Je l'ai dit pas pendant les entretiens par respect pour l'invité. Hein. C'est pour ça que je coupe aussi le son des alertes. Ornitho Geek pour les 2 mois aussi, merci beaucoup. Et voilà, c'est cool Glitch. Ils ont un sociologue à l'antenne en ce moment. Ah ben c'est du just chatting, sociologie et tout. Ben on va faire ça. Alors après, je suis pas sûr d'être abonné, donc est-ce que je vais le trouver? C'est avec un K, hein, bien sûr. C'est toujours aussi laborieux, mes raids. J'ai jamais l'écran de près. Glitch Norris, c'est ça? Just chatting. On fait ça, je vous fais confiance, vous me dites que c'est bien. Bernard Lahire. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, très bien. Faisons ça. Bah c'est bien. C'est bien. Alors je connais pas du tout, mais je vous fais confiance. Et je vous fais confiance aussi pour être sympa, hein, bien sûr. Faites pas les gros bœufs. Et soyez gentils avec les gens. Je vais peut-être regarder ça du coup aussi. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour tout ça. Hop, le raid est lancé. Et on se retrouve jeudi aussi à 19h avec Mathilde Larère. On va parler de la commune. Il y a 2 entretiens cette semaine. Donc jeudi, soyez là. Et je lance le raid.